Alors messieurs, bonsoir. Je suis vraiment très content de vous recevoir dans ce premier épisode. Voilà, je suis vraiment très heureux d'avoir à animer cette première émission. Donc du coup, je suis Jean, je serai votre animateur. C'est très courageux de votre part. Voilà, je tenais à vous remercier. Donc ce soir, donc Christopher et Flavien, le sujet l'identité et l'immigration. Je vais d'abord vous laisser vous présenter à tour de rôle. On va commencer par Christopher. Bonsoir Jean, bonsoir Flavien. Merci Jean de l'opportunité qui nous est donnée de participer à cette discussion ce soir. Donc moi, comme tu l'as dit, je suis Christopher, j'ai 32 ans, je suis travailleur indépendant, je réside actuellement au Portugal et j'interviens ce soir en qualité de membre du comité national du Parti libertarien français. Alors le libertarianisme, pour ceux qui ne connaissent pas, en deux mots, c'est une philosophie politique du droit qui place la liberté individuelle au cœur de ses préoccupations. Pour les libertariens, les individus ont des droits naturels qui ont été énoncés ainsi par un philosophe et économiste français du nom de Frédéric Bastiat, la liberté, la propriété et la personnalité. Pour les libertariens, l'État, au sens d'un gouvernement, viole les libertés individuelles et donc son emprise sur la société doit être réduite au minimum, voire pour certains libertariens, il doit carrément être supprimé. Voilà pour ce qui est de ma présentation. D'accord. Ça fait longtemps, pardon, que tu milites au sein de ce parti? Alors, j'ai rejoint le PLIB, Parti libertarien PLIB, en 2021, à la suite en fait un petit peu de ce qui s'est passé pendant la crise Covid. Mais je suivais l'actualité de ce parti depuis déjà plusieurs années, puisque le libertarianisme, c'est quelque chose auquel je m'intéresse depuis une bonne dizaine d'années maintenant. Et j'ai rejoint donc le PLIB en 2021 et depuis 2 ans, je suis responsable de la communication au sein de ce parti et membre du comité national. Donc le comité national, c'est au sein de notre association l'organe politique qui détermine la ligne, les idées et la vision du parti. D'accord. Donc j'imagine plutôt enthousiaste à l'élection de Javier Milei en Argentine? Très enthousiaste, exactement, oui, ben, très enthousiaste à l'élection de Javier Milei, qui est le premier président à ouvertement se présenter comme un libertarien. Donc, on va voir ce que ça donne maintenant, parce que entre les paroles et les actes dans la politique, on sait qu'il peut y avoir des différences. Mais en tout cas, très, très heureux jusqu'à présent. D'accord. Une dernière petite question pour clarifier par rapport à la philosophie libertarienne. Le libertarisme, c'est quelque part une émancipation de l'individu. On peut mettre ça proche d'une philosophie existentialiste, constructiviste. C'est un peu ça? Oui, 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 oui. Il y a des gens qui ont tendance à confondre et qui pensent que le libertarianisme, c'est quelque chose de très basé sur l'économie, parce que c'est souvent comme ça que sont présentés les libertariens, très pro-marché, en faveur d'une économie libre, pour les entreprises libres, etc. Ce qui est vrai. Mais en fait, c'est pas que ça, c'est pas que ça. Et en effet, c'est une vraie philosophie morale d'émancipation de l'individu, aussi bien en matière D'accord. économique que dans tous les autres aspects de la vie. Ok, parfait. Bah écoute, je te remercie pour ces précisions. Flavien, je te laisse te présenter. Bonjour à tous. Alors, du coup, moi, c'est Flavien, j'ai 24 ans. Bon, j'habite en région Limousin. Je suis couvreur de métier. Donc, plutôt les métiers manuels. Je me définis comme nationaliste et identitaire. Je suis militant et, bon, ben, bien évidemment, électeur à Reconquête, donc le parti d'Éric Zemmour. On va dire que je me définis comme plutôt de nature conservatrice sur les questions sociétales, mais économiquement, je suis libéral. Après, que rajouter de plus? Peut-être que certains voudront que je définisse ce que le mot identitaire veut dire. Bon, je vais essayer de la faire simple parce que pour pas trop tergiverser, mais on va dire que pour un identitaire, la culture d'un homme, c'est vraiment sa colonne vertébrale. On va dire qu'elle se définit sur trois niveaux, à échelle régionale, échelle nationale et échelle civilisationnelle. Et c'est cette colonne vertébrale de tous les individus qui va constituer un peu ce qu'on peut grossièrement appeler l'État-nation. Voilà. L'État-nation, donc l'État politique,
qui est constitué par la nation, donc au sens, pour moi, hein, c'est comme ça que je le définis, au sens ethnique du terme. D'accord, alors c'est plutôt là, pour le coup, l'inverse, une philosophie plutôt essentialiste, avec voilà, les déterminismes, avec ouais, des déterminismes, on va dire. Oui, 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 tout à fait. Donc toi, tu es militant depuis longtemps? Je suis conscient des enjeux politiques, on va dire, depuis que j'ai 14-15 ans. Alors, bien évidemment, ma ligne politique a évolué. J'ai pas toujours pensé ce que je pense actuellement, parce que même à l'extrême droite, il y a des divergences et on va dire qu'il y a plusieurs équipes. Mais je m'intéresse à la politique, oui, on va dire depuis le début du lycée, ouais. D'accord, d'accord, ouais, c'est jeune. Ok. Ouais, ouais, vraiment très intéressant. Toi, je t'ai pas demandé, Christopher, du coup, sur l'échiquier politique, tu te places comment? À droite, à gauche? Comment tu te définirais? Alors en fait, en tant que libertarien, c'est très difficile de se placer sur un axe gauche-droite. D'ailleurs, je ne sais pas si l'axe gauche-droite, tel qu'on l'a un peu dans l'imaginaire collectif, il est encore valable en France aujourd'hui, parce que si on regarde par exemple le programme économique du Rassemblement national ou le programme économique de la France insoumise, il n'y a pas de grande différence. Alors il y a des différences sur d'autres sujets, hein, bien évidemment, mais à ce niveau-là, il n'y en a pas tant que ça. Euh, alors, on pourrait dire que soit le libertarianisme, c'est un espèce d'extrême centre, puisqu'en fait, au niveau sociétal, on va dire qu'on va se rapprocher plus de la gauche, dans le sens où la gauche est en général favorable à la liberté de mœurs, voilà, au progressisme, et sur le plan économique, plus proche de la droite, qui est en général, elle, plus conservatrice sur les côtés sociétaux, mais beaucoup plus libérale sur ce qui est le domaine économique, liberté d'entreprendre, liberté d'engager des gens, de D'accord, les effectivement. licencier, moins d'impôts, conservatisme fiscal. Voilà. Donc, si on veut, on peut aller par là. Mais honnêtement, c'est un peu difficile en tant que libertarien de se définir sur l'axe gauche-droite parce que c'est comme tel qu'il a été défini, il n'a pas pris en compte le libertarianisme. Ouais, effectivement, en plus, c'est mouvant, comme tu le dis, et en fonction des époques et en fonction du sujet, les clivages sont mouvants, quoi. Mm. Oui, et puis la grande différence, je dirais, c'est qu'aujourd'hui, si on prend les partis de gouvernement qui sont représentés à l'Assemblée nationale, que ce soit de l'extrême gauche à l'extrême droite, ce sont des partis qui sont interventionnistes. C'est-à-dire que c'est des partis qui veulent modifier, entre guillemets, la vie des gens, dans un sens ou dans l'autre. C'est pour ça qu'ils sont en opposition. Euh, la différence, c'est que les libertariens, c'est un parti qui n'est pas interventionniste. Et pour le parti libertarien, chacun doit être libre de faire ce qu'il veut à partir du moment où et ça n'empiète pas sur la liberté des autres. Donc c'est là que la grande différence se fait entre le libertarianisme et le reste du spectre politique, plus que sur une question gauche-droite, c'est plus sur une question qui sont les gens qui sont interventionnistes, qui veulent faire des lois qui ont une incidence sur la vie des gens, et les libertariens qui, eux, veulent faire des jeux de loi qui fassent en sorte que les gens aient le plus de liberté possible. D'accord. Bah écoute, c'est intéressant. Je te remercie pour ces quelques précisions déjà pour poser le décor. Ce que je peux vous proposer, c'est de commencer par déjà quatre petites citations qui seront avec le thème, justement, donc l'identité et l'immigration. Et ensuite, je vous poserai donc quelques affirmations et vous répondrez par vrai ou faux, sans nuance, pour commencer à poser le décor, encore une fois. Alors, la première citation que j'ai trouvée, donc ce sont des citations vraiment qui vont dans voilà, un petit peu dans l'opposition, évidemment. Donc la première, c'est celle du général de Gaulle, qui est très connue, mais pas vraiment dans son entièreté, hein. Souvent, elle est raccourcie. Donc là, j'ai vraiment pris note de l'entièreté de ce qui a été rapporté par Perfit. Donc, il disait, c'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Il ajoute, nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine et de religion chrétienne. Jusque-là, c'est assez connu, mais la suite un peu moins. Donc, qu'on ne se raconte pas d'histoire. Les musulmans, vous êtes allés les voir, vous les avez regardés avec leurs turbans et leurs djellabas. Vous voyez bien que ce ne sont pas des Français. Ceux qui prônent l'intégration ont une cervelle de colibri, même s'ils sont très savants.
Ensuite, plus récent, plus proche de nous, beaucoup plus proche de nous, donc Renaud Camus, sur Renaud Camus, donc du coup, qui lui disait, alors, avec la tournure, au fond, nous mourrons de n'être pas racistes et nous sommes remplacés par des gens qui le sont d'autant plus. Eux, qu'ils nous voient avec mépris mourir de ne pas l'être. Donc ça, c'est Renaud Camus. Donc eux ont une définition assez claire, en tout cas, voilà, sur l'identité et un avis assez tranché sur l'immigration. En opposition, donc j'ai cette citation donc, de 1882 qu'on prête à Ernest Renan. Voilà, ce qui distingue les nations, ce n'est ni la race, ni la langue. Les hommes sentent dans leur cœur qu'ils sont un même peuple lorsqu'ils ont une communauté d'idées, d'intérêts, d'affections, de souvenirs et d'espérances. Voilà ce qui fait la patrie. Et la dernière, également plus proche de nous, donc c'est l'universitaire Samuel Huntington, donc qui avait écrit Le choc des civilisations. Les Français sont toutefois plus attachés à leur culture que racistes à proprement parler. Dans le même sens, voilà, il y en avait beaucoup, beaucoup d'écrivains français qui vont dans ce sens, contrairement à une conception anglo-saxonne, peut-être plus communautaire. Renan, donc Bainville, Barrault, Barrès, Bernanos, Céline, donc pour eux, disent que la France n'est pas une race, mais une nation. On va effleurer un peu le sujet. Est-ce que c'est dépassé avec les nouveaux enjeux, la démographie et la mondialisation, sachant qu'évidemment, ces citations sont puisées comme ça, mais ce ne sont pas les mêmes contextes. Ce n'est pas tiré du tout de la même époque. Alors, donc, je vous propose donc de commencer par le vrai faux. Alors, l'État français. Alors, attendez, on va revenir, pardon. On va commencer plutôt par celle-ci. L'immigration est encore un sujet tabou. Christopher? Alors faux, c'est même l'un des sujets principaux actuellement de la campagne pour les élections européennes. Donc l'immigration, non, n'est plus un sujet tabou. D'accord, Flavien? Oui, c'est faux. C'est faux. L'immigration est un sujet de moins en moins tabou. On en parle de plus en plus, effectivement. Il y a trop d'immigrants en France. Alors, immigrés, c'est large. Est-ce qu'on parle des immigrés illégaux, de ceux qui sont immigrés de façon légale, des descendants d'immigrés de première ou de deuxième génération? C'est un peu large comme question. Euh, donc, un peu dur de répondre. Ouais, Flavien? C'est vrai, il y a trop d'immigrés en France, qu'ils soient d'origine légale ou illégale. D'accord. La provenance et l'origine des immigrés sont des facteurs importants. Alors, pour moi, non, pas vraiment. D'ailleurs, je trouvais la troisième citation que tu as dit pas mal. Je pense que les gens, c'est avant tout des individus uniques avant d'avoir une étiquette qui est liée à leur origine. Donc, la provenance des immigrés, c'est un sujet, mais ce n'est pas quelque chose de déterminant. D'accord, Flavien? Oui, 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 la provenance des immigrés est quelque chose d'important qu'il faut prendre en compte. D'accord. Nous avons besoin de l'immigration. Donc ça sous-entend encore aujourd'hui, au XXIe siècle, pour la France. Alors, question très intéressante et très complexe. En fait, d'un certain côté, si on prend l'aspect démographique avec une population de natifs, si on peut dire, qui fait de moins en moins d'enfants, alors que la proportion des personnes âgées dans la population augmente, on pourrait dire oui. D'un autre côté, on a aussi un chômage qui est très élevé, et notamment chez les jeunes issus d'immigration. Donc, si je répondrais ainsi à la question, je dirais qu'on a besoin de l'immigration, mais pas de n'importe quelle immigration. D'accord, Flavien? Non, je dirais qu'on n'a pas besoin d'immigration et qu'il faut chercher à trouver des solutions et des alternatives puisqu'elles existent et je pense qu'on en parlera plus tard. Ouais, on va développer, d'accord. Est-ce que tout le monde peut devenir français? C'est quoi être français, Jean? Parce que si je te dis que mon voisin est grand, bon, c'est pas une très très bonne description, mais tu vas avoir une idée et tu vas savoir qu'il fait pas 1,60 m et pas 2,15 m, auquel cas j'aurais également utilisé un autre adjectif. Mais français, moi, quand on me dit quelqu'un est français, ça me dit juste que sur sa carte d'identité, il y a marqué République française. Ça ne me donne pas grandes informations. Je dirais que la question devrait plutôt être est-ce qu'il faut se sentir français pour vivre en France? À cette question, je répondrais que non. À titre personnel, j'ai vécu 10 ans en Suisse. J'ai beaucoup apprécié de vivre dans
pays. Pour autant, je ne me suis jamais senti suisse. Par contre, ça ne m'a pas empêché d'être un apport positif à l'économie de ce pays et de vivre complètement pacifiquement avec ses habitants. Voilà, donc je ne pense pas qu'il y ait besoin de se sentir français pour vivre en France. Par contre, bien évidemment, le respect des lois, des coutumes et de la culture d'un pays d'accueil est un prérequis. D'accord, mais est-ce qu'on peut le devenir? Après, pas forcément au sens du droit, mais je pense qu'on va pouvoir élargir après quand je vous demanderai vraiment votre définition personnelle, vraiment de ce qu'est l'identité du coup de la France. Bah, dans ce cas-là, oui, oui. Après, encore une fois, c'est comment on le définit. Mais bon, quelqu'un qui aurait la motivation à devenir français, et je ne parle pas au sens légal d'avoir les papiers, hein, mais justement de s'assimiler à la culture française, au pays, etc. Oui, oui, il y a pas de raison de ne pas pouvoir le devenir. C'est une question de motivation, à mon avis. D'accord. Flavien? Je pense que globalement, n'importe qui ne peut pas devenir français. Effectivement, aujourd'hui, bon, c'est très facile pour un immigré d'obtenir la nationalité française, mais ça fera pas de lui un Français, même s'il se sent français. Et, euh, et on peut revenir dans une ou deux générations, cet individu-là, ses enfants, ses petits-enfants, ne seront pas français, même s'ils se sentent français, il y aura toujours ce verrou biologique qui, malheureusement ou heureusement, est indépassable. D'accord. Il faut distinguer donc les immigrations européennes, asiatiques, africaines. Bah là, je vais être en opposition à ce qu'a dit Flavien plus haut, à une question qui était un peu similaire. Non, encore une fois, je pense pas. Moi, à titre personnel, je préfère avoir pour voisins des gens qui sont, on va dire, un couple de Taïwanais ou de Vietnamiens qui sont probablement catholiques, qui sont des gens bien élevés, qui travaillent, qui ne créent pas de nuisance, plutôt que d'avoir un Berlinois qui est allemand, donc beaucoup plus proche d'origine géographique, mais qui va être woke et écolo et qui va faire des sitting Extinction Rebellion sur sa pelouse le dimanche après-midi. Donc, distinguer les immigrations en fonction de l'origine des gens, pour moi, non, parce que, voilà, encore une fois, ça serait mettre des étiquettes sur des gens qui sont avant tout des individus et qui sont donc très différents. Après, on peut bien évidemment dire que certaines personnes, leur origine ethnique ou géographique, ça leur donne des traits de caractère communs, mais encore une fois, ça ne veut pas dire que tout le monde soit identique parce que les gens viennent de tel ou tel pays. D'accord, Flavien? Il y a toujours des exceptions, mais globalement, oui, globalement, il faut distinguer l'immigration européenne de l'immigration extra-européenne. C'est souvent un mot qu'on utilise, on va dire, à droite, parce que c'est très, ça met un mot sur un phénomène et un ressenti. Il y a une immigration qui dérange en France et plus généralement en Occident, c'est l'immigration extra-européenne. Donc oui, 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 faut distinguer tout ça. La gauche et la droite instrumentalisent les immigrés. J'entends à travers les médias, dans les programmes politiques. Oui, c'est vrai, mais bon, je dirais que c'est leur métier d'hommes et de femmes politiques de le faire, hein. Donc voilà, instrumentaliser les faits divers qui touchent à l'immigration ou pas, c'est le cas. Mais est-ce qu'on peut leur le critiquer? Je suis pas sûr parce que c'est un peu leur métier de politique, hein, en fait. D'accord, Flavien? Quelque part, c'est vrai, on peut dire que la droite et l'extrême droite instrumentalisent aussi les immigrés. Maintenant, il faut bien faire la différence entre communiquer sur un fait et diffuser un fait divers, en parler. Il faut bien distinguer ça de simplement l'instrumentaliser. Et aujourd'hui, bon, pour citer un exemple, le petit Thomas qui s'est pris un coup de couteau, qui est mort assassiné, qu'est-ce que la droite et l'extrême droite reprochent finalement? C'est d'avoir été tué par un voyou. Finalement, on ne reproche pas à l'assaillant de Thomas d'être un immigré. Donc, pour moi, la droite instrumentalise beaucoup moins les immigrés que la gauche. D'accord. L'immigration coûte cher. Alors j'entends, bon, en France, principalement, on parle de l'immigration française. Nous sommes français, donc l'immigration coûte cher pour toi, Christopher? Alors écoute, c'est très dur de répondre. C'est pas que je veux faire de mauvais esprit, mais c'est très dur de répondre parce qu'en fait, il y a eu plusieurs experts qui se sont penchés sur ça.
Ils n'arrivent pas tous au même résultat, suivant leur tendance politique, bien évidemment, ils ont des résultats un petit peu opposés. On pourrait vraiment faire un débat, je pense, toute la soirée sur cette seule question. Mais ce que je dirais, c'est qu'en tant que libertarien, 1 euro dépensé par l'État pour l'immigration, c'est 1 euro de trop. Voilà. Nous, de toute façon, les libertariens, on est pour la réduction de la taille de l'État, y compris en matière d'immigration. Et donc, est-ce que ça coûte cher, pas cher Je ne sais pas, mais en tout cas, 1 euro dépensé par l'État pour l'immigration, c'est 1 euro de trop. D'accord, Flavien? Oui, oui, l'immigration coûte cher. Il y a des statistiques, alors, bah, pas ethniques, puisque les statistiques ethniques sont interdites en France, mais les départements au plus haut taux de chômage sont souvent des départements à forte immigration. Après, on a aussi les arnaques à la sécurité sociale. C'est une spécialité du Maghreb. C'est tout un ensemble d'éléments qui fait que oui, l'immigration coûte cher. Il y a aussi le volet culturel, ça, on peut difficilement le condamner. Chez les musulmans, même en 2024, c'est encore d'usage que la femme ne travaille pas. Bon, dans un pays assisté comme la France, et là, ça fait un point commun avec Christopher, dans un pays assisté comme la France, cette femme et ce foyer va toucher des allocations. On va pas se priver de les prendre. Donc, on peut dire que l'immigration coûte plus cher parce qu'elle constitue une force, on va dire, improductive, au moins par les femmes. D'accord. Pour reprendre la formule un peu de Gérard Collomb, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a des peuples dos à dos qui demain seront face à face. Est-ce que pour vous, il y a plusieurs peuples dans la nation française aujourd'hui? Voilà, dans le contexte actuel, puisque bien sûr, à l'époque aussi, hein, voilà, on parlait d'un roi et de ses peuples. Mais pour vous, aujourd'hui, vraiment, est-ce que voilà, il y a plusieurs peuples en fait qui cohabitent sans vraiment se vivre ensemble, pour reprendre la formule très médiatique? Christopher? Le problème, c'est que, honnêtement, un Alsacien, il est probablement plus proche d'un Allemand que d'un Basque. Et pourtant, l'Alsacien et le Basque sont tous les deux français. Si je te mets en face de toi un Chinois et un Taïwanais, tu auras du mal à dire s'ils sont de deux peuples différents. Le Chinois te soutiendra que le Taïwanais est chinois, mais le Taïwanais, lui, te dira qu'il est surtout pas chinois parce qu'ils ne peuvent pas se sentir les uns et les autres. Donc, voilà, le problème, les peuples, les nations, moi je trouve que c'est quand même des sujets qui sont très sulfureux. Et c'est un petit peu une excuse à beaucoup de dérives. Euh, voilà, j'entends hein, la citation de De Gaulle, les origines, mais on remonte jusqu'où en fait à partir de ça, sans parler qu'il y a des peuples qui existent et qui n'ont pas de nation. Il y a aussi des peuples qui vivent dans des pays et ils n'ont pas leur propre nation. Est-ce que c'est vraiment un problème pour eux ou pas Moi, je trouve que c'est un peu des sujets très complexes. Après, c'est sûr qu'il y a des gens d'origine très différentes qui vivent en France avec des origines ethniques très différentes. Ça on ne peut pas le nier. Maintenant, origine ethnique, c'est une chose, peuple, c'est encore une autre définition. Et pour toi, Flavien? Je dirais pas qu'il y a plusieurs peuples en France, mais par contre, je dirais qu'il y a plusieurs sentiments d'appartenance. Et globalement, on va dire qu'il y a les Français autochtones conscients de l'être, et il y a les autres. Donc oui, il y a une forme de cohabitation forcée au quotidien. D'accord. Pour reprendre la formule, je crois que c'est de Mélenchon. Est-ce qu'il y a une créolisation? Alors, la créolisation, ça implique aussi un mixage, hein, si je puis dire. Je ne sais pas si le terme est très juste, mais en tout cas, voilà, euh, des échanges entre des personnes d'ethnies différentes qui donnent des enfants d'autres ethnies. Oh, c'est sans doute un peu le cas en France. Maintenant, quelle est la taille de ce phénomène c'est un peu dur. On peut aussi dire que c'est quand même un phénomène qui aujourd'hui ça devient mondial. On a des échanges de population qui sont de plus en plus importants parce que les moyens de déplacement sont de plus en plus facilités. C'est de plus en plus simple d'aller s'installer dans un autre pays, que ce soit proche ou à l'autre bout du monde. Donc il y a forcément voilà, de certaines mixités qui se créent au sein de la population. Je ne sais pas si on peut parler de D'accord. créolisation comme Jean-Luc Mélenchon, mais bon, tout ce qu'il dit n'est pas faux, hein, même si je suis très opposé à ses idées. Euh,
tout ce qui dit Oui, natif. voilà, on aurait pu tout à fait parler aussi de métissage. Qu'est-ce que tu en penses, Flavien? Je pense qu'on est sorti du métissage encouragé. Et, là, je suis purement dans le ressenti, et dans ma perception. Mais effectivement, je vois pas tant de mélange, on va dire, génétique que ça. Par contre, l'autre volet de la créolisation, on peut dire que c'est l'acculturation. Et ouais, oui, effectivement, pour des jeunes autochtones qui côtoient l'immigration de masse, ouais, il y a une forme d'acculturation. Ouais. Disons qu'ils ont tendance à adopter leur code, adopter leurs mœurs, et ça change beaucoup de choses dans les rapports à l'autre, dans les rapports hommes-femmes, dans le sentiment d'appartenance, le rapport au bien commun. Donc, ouais, c'est comme ça que je le verrais. S'il y a créolisation, c'est par ce biais-là. D'accord. Donc tu réponds un petit peu déjà à la suivante, c'est-à-dire en fait, est-ce qu'il y a un remplacement du peuple historique? Donc là, c'est évidemment une question sur la génétique, l'appartenance, la culture. Qu'est-ce que tu en penses, Christopher? C'est quoi le peuple historique? Parce que si on remonte loin, c'était les Celtes qui vivaient en Gaule. Ensuite, il y a eu les Romains. On a eu ensuite des peuples barbares qui venaient de ce qui est actuellement plutôt l'Allemagne, qui ont conquis la France. On a eu des Vikings qui sont venus, qui pour certains se sont installés. Voilà. Plus tard, on a eu des mouvements de population avec des gens qui sont venus d'Espagne, d'Italie, de Pologne. Alors, voilà, c'est quoi le peuple historique et c'est quoi le peuple actuel. Donc, est-ce qu'il y a un remplacement? Non, je pense qu'il y a une évolution sans doute de la population, un remplacement, je n'irai pas jusque-là. Qu'est-ce que tu en penses, Flavien? Pour répondre à Christopher, le peuple historique, c'est le peuple qui a la majorité de ses ancêtres qui étaient là avant 1850, parce que le substrat ethnique de la France, enfin, du territoire français, de ce qui deviendra la France, a été particulièrement stable, on va dire, depuis les invasions romaines jusqu'aux premières vagues d'immigration de la révolution industrielle. Donc le peuple historique, il est là, donc c'est leurs descendants. Et, Alors, si je peux me permettre, ouais, excuse-moi, je te coupe une minute. Alors, si on devait prendre que les gens qui ont, justement, j'y viens. voilà, au moins un ancêtre qui était présent en France avant 1850, on ne doit pas aller sur beaucoup, beaucoup de gens. Et ben justement, plus que tu crois. Et à cet ensemble historique, disons que je veux bien intégrer, enfin, naturellement s'intègrent tous les descendants des vagues d'immigrés européens, belges, italiens. Qu'est-ce qu'on a? On a polonais, on a, pourquoi pas, juifs ashkénazes qui ont trouvé refuge en France, qui ont fait vœu d'intégration et qui se sont particulièrement intégrés. Les Portugais, bien évidemment. Et donc, enfin, pour répondre à la question de Jean, est-ce qu'il y a remplacement du peuple historique? Il y a, il y a un bouleversement démographique qui a pour conséquence que le peuple historique devient minoritaire parce que l'immigration extra-européenne est beaucoup plus importante et galopante et surtout a des taux de natalité beaucoup plus hauts que le peuple historique. D'accord. Bah, ça, vous pourrez ensuite approfondir évidemment sur le vieillissement de la population et la démographie, la natalité. Prochaine question. La France est raciste. Alors déjà, la France, c'est une entité inanimée. Ça n'a pas de sentiment. Donc, dire que la France est raciste, c'est soit que les institutions françaises seraient racistes, ou bien c'est soutenir que la majorité de la population soit raciste. Exactement. C'est un peu flou, hein. Ça sous-entend Voilà. gouvernement, peuple, Ouais, administration. non, mais de toute façon, que ce C'est soit vague, l'un hein. ou La l'autre, France. Ouais. c'est faux. Hein. Voilà, soyons clairs, le racisme systémique, ça n'existe que dans les délires de certains gauchistes. Mais voilà, on est en France, on est un État de droit, et quand vous passez au tribunal, que vous soyez, peu importe votre origine ethnique, vous êtes jugé suivant les mêmes lois. À l'école, tout le monde a le droit d'aller à l'école. Voilà. Donc, la France est raciste, non, pour moi, c'est faux. D'accord, Flavien? Ouais, oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec Christopher. La France n'est pas raciste au niveau de ses institutions. Et surtout, ce qui est important, c'est que le peuple français est l'un des peuples les moins racistes au monde.
du fait de la conception, du fait de sa conception très, très universaliste, très, comment je pourrais dire, très français de papier, très culture, contrairement à l'esprit germanique qui, lui, place l'identité germanique par le sang. D'accord. Les aides sociales attirent les émigrés. Bon, vous avez déjà en partie répondu. Oui, oui, oh, bah, probablement, probablement. Après, je pense que c'est important de ne pas faire de généralisation. D'ailleurs, c'est quand même assez intéressant, je trouve, de constater qu'il y a beaucoup d'immigrés qui sont en France et qui cherchent à rejoindre d'autres pays, notamment l'Angleterre, où les aides sociales sont bien moins nombreuses. Mais comme quoi, les perspectives d'un pays qui est plus dynamique que nous économiquement peuvent être plus attirantes que, en fait, une sorte d'assistanat permanent qui ont tendance à enfermer les gens dans la pauvreté. Donc c'est sûr que les aides sociales, ça attire certains immigrés. Maintenant, il ne faut pas penser que tous les immigrés viennent en France pour ça non plus. Là bien. Oui, les aides sociales attirent les immigrés. Après, il y a d'autres choses qui attirent les immigrés. Voilà, la francophonie, les accords d'Alger, ça en fait partie. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Et après, je suis assez d'accord aussi avec Christopher dans le sens où on remarque que la première vague d'immigrés, grosso modo, se tient bien au travail. Et la deuxième, troisième vague d'immigrés commence à, comment je pourrais dire, à laisser les métiers auxquels ils ont eu accès pour être, enfin, embauchés dans des métiers plus faciles, plus rémunérateurs, etc. Donc, non, c'est pas seulement ça. D'accord. L'immigration pourrait causer une guerre civile. Bon, ça sous-entend voilà, l'apport de l'islam via les vagues d'immigration. Qu'est-ce que tu en penses, Christopher? Alors, du coup, ça ne serait pas l'immigration en tant que telle, finalement. Ça serait donc plutôt la présence sur le territoire national de certaines populations avec des objectifs religieux et politiques qui soient antagonistes à ceux du reste de la population, quoi. C'est plutôt ça, du coup. Bah, disons que c'est porté, bah, l'islam, on va dire, est porté par une immigration subsaharienne et maghrébine, et effectivement, inconsciemment ou consciemment, est-ce que voilà, ça ne peut pas déclencher, voilà, et effectivement, comme tu le dis, une part peut-être hostile, hein, on le voit avec les attentats, d'ailleurs qui ne concernent pas que la France. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, alors peut-être, hein, peut-être. Je dis pas non, je dis pas non à ça. Après, bon, les attentats, c'est encore une problématique un petit peu différente puisque, en fait, jusqu'à présent, les attentats qu'on a eus en France, ils visaient plutôt à agir en représailles d'intervention plutôt extérieure, plutôt que d'être dans un cadre de guerre civile, de dire voilà, on fait des attentats pour obtenir des choses. Maintenant, je crois qu'on est dans les années 2020 hein, qui ont commencé par une épidémie qui a paralysé le monde entier. Ensuite, on a eu une guerre aux frontières de l'Europe. Donc, qu'est-ce que nous réserve le reste de cette décennie? Je pense qu'on peut vraiment pas le savoir. Alors, il faut être optimiste, mais il faut être aussi réaliste. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir une guerre civile en France et est-ce que celle-ci pourrait venir en tout cas, si guerre civile il pourrait y avoir, c'est sûr que ce n'est pas les Bretons qui vont aller taper sur les Occitans. Hein. Ça, c'est clair. Et toi, Flavien? Oui, il pourrait y avoir une guerre civile en France. Maintenant, l'État français fera tout pour éviter ça. Et surtout, pour qu'il y ait une guerre civile, il faut qu'il y ait deux camps, comment je pourrais dire, armés, qui a conscience d'exister et prêt à en découdre. Et pour l'instant, je vois pas deux camps aussi formés que ça. D'accord. Les émigrés ou descendants d'immigrés sont discriminés et malmenés. Bon, ça revient un petit peu avec l'idée que la France est raciste. Bon, rapidement. Ouais, non, non, encore une fois, voilà, ça revient sur la question précédente, mais en France, il n'y a pas d'apartheid, il n'y a pas de discrimination systématique. Enfin, je veux dire, il suffit d'allumer sa télé, d'aller voir une chaîne du service public et on verra beaucoup de gens issus de l'immigration. Donc, non, non, il y a l'égalité en droit, encore une fois, qui est encore à peu près garantie. Donc, voilà. Dire que les immigrés sont dans leur ensemble maltraités et discriminés, je pense que c'est faux. D'accord. Flavien?
C'est complètement faux. Les descendants d'immigrés ne sont pas maltraités et ils ne sont pas discriminés. Donc il n'y a pas de bavure policière, il n'y a pas de discrimination à l'embauche, il n'y a pas de discrimination au logement, il n'y a rien de tout ça. Ça n'existe pas. Est-ce qu'il faut autoriser les statistiques ethniques? Alors juste pour information, le CNIS se défend et explique que, il y en a. J'ai creusé un petit peu, mais c'est basé sur le ressenti de la personne ou basé sur le pays de naissance des parents. C'est-à-dire que c'est pas la même conception, plus biologique, on va dire, anglo-saxonne. Qu'est-ce que tu en penses, Christopher? Est-ce qu'il faudrait autoriser ça pour, connaître un petit peu l'évolution, la trajectoire d'un individu ou d'un peuple? Quand, voilà, il y a des vagues, c'est par peuple parfois, hein, les vagues, d'émigration, connaître un petit peu leur réussite, au sein des universités, ce qu'ils apportent à la France, est-ce dans le taux carcéral, par exemple? Est-ce que ça semblerait judicieux ça, pour, les pays occidentaux, de tous s'ouvrir à ces statistiques? On sait que ça existe dans les pays scandinaves, anglo-saxons, tout ça. Oui, oui, ça existe dans d'autres pays, ça existe aux États-Unis, par exemple. Moi, personnellement, ça me choque pas, hein. Je vois pas de raison de s'y opposer. Après, encore une fois, voilà, c'est pour faire de la statistique et on peut faire des statistiques, mais une statistique, c'est encore une fois quelque chose de général et ça ne veut pas dire que chaque individu, parce qu'il appartient à telle ou telle catégorie ethnique, on parlait en introduction de déterminisme. Non, pour moi, il y a pas de déterminisme total au niveau des gens. Maintenant, en ce qui concerne ta question précisément, les statistiques ethniques, pourquoi pas? Je ne vois pas vraiment de raison de s'y opposer. Flavien, toi, tu serais plutôt pour, ce genre Oui, de oui, ouais? ouais, tout à fait, je serais pour. Je pense qu'il faut encourager, faut encourager les statistiques ethniques. Après, il y a des alternatives qui existent déjà et intéressantes, par exemple la drépanocytose, qui montre le bouleversement démographique de la France. Mais Alors c'est quoi on alors peut aller plus la loin. drépanocytose? La drépanocytose, bon, j'ai pas fait mes petites fiches, hein, mais c'est une maladie qui se développe uniquement chez, on va le dire comme ça, chez les extra-européens, mais pas chez les Asiatiques. Et donc, on a basé les résultats par département, et en gros, c'est un pourcentage qui est établi grosso modo sur 100 000 naissances, je dis une connerie, hein, sur 100 000 naissances sur le territoire. Le pourcentage d'enfants qui ont la drépanocytose nous donne une indication sur le nombre de naissances issues de l'immigration extra-européenne. Alors, quand je dis immigration, enfin, issues de deux parents extra-européens. Voilà, si D'accord. j'étais clair. D'accord, OK. Non, non, mais c'est assez clair. Alors dernière question et après on passera un petit peu plus, voilà, vous pourrez un peu plus développer et échanger. L'islam est compatible avec la France? Alors, la France, encore une fois, c'est son histoire, sa culture, c'est le peuple français, c'est l'administration française. Est-ce que ça semble compatible avec, les lois de l'islam et voilà, ce qu'on sait un peu de la charia? Est-ce qu'on peut réformer une religion, comme, voilà, comme ça s'est fait avec certaines, par exemple avec le judaïsme, hein, ça revient, comme exemple parce que, voilà, il y a une époque où, Napoléon, par exemple, a fait changer, voilà, deux trois textes, en tout cas, du moins, il les a adaptés, il les a soumis. Christopher, est-ce que tu penses qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est compatible l'islam, avec la France? Oui et non. Alors, oui, mais si on prend l'islam en tant que religion, la religion musulmane, elle est compatible avec vivre en France, à condition, bien entendu, que comme toute pratique religieuse, celle-ci reste dans la sphère privée, comme pour voilà, n'importe quelle autre religion. Non, parce que si on parle d'islam en tant qu'islam politique, alors là, très clairement, l'islam politique cherche à imposer des lois qui ne sont pas compatibles avec les principes et les valeurs d'une démocratie libérale telle que la France. Euh, donc là, non, ça, en effet, c'est pas compatible. Et d'ailleurs, les principes de l'islam politique sont complètement opposés aux principes libertariens, pour information. D'accord. Bah, bien. Qu'est-ce que tu en penses, toi? C'est compatible l'islam avec la France? Non, c'est pas compatible avec la France, c'est pas compatible avec les valeurs du pays réel, c'est pas compatible avec les valeurs incarnées par
les Français. Maintenant, même à échelle individuelle, je pense que c'est compliqué d'avoir une trop forte présence de l'islam en France. Et là, je dis l'islam avec un petit, même dans les chaumières. Je ne vois pas d'un bon œil la présence de l'islam en France, même à petite échelle. D'accord, très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour ces réponses. Je vous donne quelques chiffres en vrac que j'ai trouvés. Voilà, alors après, il n'appartient qu'à vous, évidemment, voilà, qui écouterez de creuser parce que c'est très compliqué, en fait, hein, selon les instituts de stats, de trouver vraiment, voilà, de s'approcher d'une vérité, hein, ça n'existe pas, selon voilà, l'institut, hein, ça change beaucoup. Alors, on trouverait sur le territoire français entre 6 et 20 millions d'extra-européens ou de descendants d'extra-européens. Donc après, c'est pareil, sur quels critères, c'est-à-dire, voilà, un parent étranger, les deux, ou alors les grands-parents, 2 sur 4. Donc voilà, ça c'est un petit peu flou là-dessus. Entre 320 000 et 500 000 entrées par an, donc ça regroupe vraiment tout, hein, droit du sol, regroupement familial, étudiants, clandestins et réfugiés politiques également. 6,9% des OQTF réalisés en 2022. 131 000 demandes d'asile enregistrées par l'OFPRA donc entre 2008 et 2022. Ça, c'est l'Institut Statista. 8,6 millions d'étrangers sur le territoire. Donc, bah, pareil, hein, donc c'est ceux qui ne sont pas régularisés, pas naturalisés. 60 à 67% des Français sondés pensent qu'il y a trop d'émigrés. 69 500 Ukrainiens en France. À titre de comparaison, l'Allemagne, c'est 1 125 000 et la Pologne, presque 1 million. Le Conseil national de l'information statistique, donc le CNIS, donc se garde de tout référentiel ethno-racial, mais comme je l'expliquais tout à l'heure, il explique qu'en même temps, voilà, selon le ressenti, selon l'origine des parents, voilà, on peut appeler ça quand même statistique ethnique. Donc ça dépend vraiment sur quoi, mais c'est compliqué de trouver, quoi. 4 sur 10 des étrangers enregistrés donc parlent peu ou pas français, 4 sur 10. 52% des Français considèrent l'immigration comme principale cause de l'insécurité. Donc 52, donc 48% en tout cas ne l'assimilent pas. Voilà, on peut inverser aussi l'énoncé. Alors je vais commencer par Christopher. Là, on va pouvoir un petit peu plus détailler, un petit peu plus rentrer dans les détails. Pour toi, c'est quoi donc du coup être français aujourd'hui en 2024, quoi? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une culture? Est-ce que c'est un sentiment d'appartenance, un droit, un choix, une ethnie? Comment tu définis ça, toi? Est-ce qu'un individu peut arriver donc de n'importe où, se ressentir français, contribuer à l'économie et devenir un Français? Comment ça marche selon toi? Écoute, je ne sais pas répondre à ta question. Je vais te dire honnêtement, Jean, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on peut déjà, bon, je vais faire c'est un peu pour rire, mais j'ai l'impression qu'on peut se dire n'importe quoi. Donc, on peut avoir un appareil génital masculin et se considérer comme une femme. On peut être un homme et dire qu'on est enceinte ou qu'on a des menstruations. On peut être une femme et dire qu'on est un homme. Alors pourquoi pas dire qu'on est français? Pourquoi pas dire qu'on est thaïlandais ou qu'on est même un citoyen de l'espace, hein, après tout, pourquoi pas? Bon, trêve de plaisanterie, mais bon, je ris jaune un peu en disant ça. Moi, j'ai vraiment, encore une fois, j'aimerais que toi ou Flavien répondez à cette question à ma place, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est être français. En toute honnêteté, je ne sais pas. Est-ce que c'est avoir la peau d'une certaine couleur? Est-ce que c'est manger certaines choses et pas d'autres? Est-ce que c'est voilà, avoir grandi en regardant certains films ou dessins animés et pas d'autres. Honnêtement, je sais pas, voilà, qu'on me donne une définition de quoi être français et je vous dirai si c'est possible de le devenir ou pas, parce que moi, honnêtement, je ne sais pas définir, encore une fois, en dehors de, voilà, c'est marqué français dans la nationalité sur le passeport. Autrement, je sais pas vraiment ce que c'est et ce que ça englobe aujourd'hui. D'accord. Bah, même question alors pour toi, Flavien, hein, je répète. Français, qu'est-ce que c'est français en 2024? Donc, pareil, je reprends
une culture, un sentiment d'appartenance? Est-ce que c'est un droit sur un morceau de papier? Est-ce que c'est un choix personnel? Est-ce que c'est vraiment biologique et ethnique? Est-ce que c'est un héritage? Comment tu, comment tu définis, toi, le français de 2024? C'est un ensemble de choses, mais déjà, c'est une conception génétique à être français. Pour moi, on va dire que c'est de race blanche ou de race caucasienne, de civilisation helléno-chrétienne, et plutôt, enfin majoritairement, à quelques exceptions près, mais de langue française. Le français, il vit essentiellement en France. Bon, il y a des Français d'outre-mer, mais globalement, c'est des exceptions et c'est compliqué, mais c'est ça. Et donc là, on n'est pas sur du choix personnel. Maintenant, l'individu, il peut choisir d'assumer cette identité française, de la revendiquer, d'en être fier, ou alors au contraire, nos amis les gauchistes, ils en ont honte. Mais ça n'empêche que ça fait d'eux des Français. Et il n'y a pas de guide du bon ou du mauvais français, parce que la France, c'est un pays tellement diversifié au niveau des cultures régionales, au niveau des modes de vie, au niveau même des climats, que c'est pas par rapport à ça qu'on peut définir le français, même l'alsacien, hein, ou le breton. Quand je regarde un breton, un roux aux yeux verts, j'ai pas l'impression de voir le même individu qu'un gars qui habite Perpignan, qui est croisé andalou. Bon, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, non, il n'y a pas de race française. Par contre, il y a une appartenance ethnique, oui, à un plus gros ensemble. Ouais, mais alors si je peux me permettre, c'est Ouais. un petit peu antagoniste ce que tu dis, puisque d'un côté tu dis qu'il y a quand même une appartenance ethnique, une origine helléno-romaine, etc. Et d'un autre côté, tu nous dis par la suite qu'il n'y a pas de race française et que voilà, il y a des différences entre les Bretons et les Perpignanais. Donc, et sur cette dernière partie, je suis assez d'accord avec toi d'ailleurs, mais par contre, elle vient un petit peu en opposition, si je peux me permettre, de ton introduction. Non, je pense pas, parce que si on replace ça à plus grande échelle, à une échelle européenne, euh, je veux dire, quand je regarde un Allemand dans les yeux ou un Italien, bon, ben voilà, je vois quelqu'un comme moi, je vois un frère. Et bon, je sais pas si le Breton, je sais pas si tous les Bretons, quand ils regardent des Perpignanais dans les yeux, ils y voient des frères, mais c'est pas parce qu'on a des petites différences, on va dire génétiques ou d'origine ethnique, qu'on ne forme pas un ensemble. Là, par exemple, je pourrais parler des haplogroupes. L'Europe, au niveau des haplogroupes, c'est un seul bloc. En Afrique, sauf si je me trompe, il y en a 3. Alors, bon, les haplogroupes, c'est le mot scientifique pour parler du peuple ou de la race, grosso modo. Et alors, d'accord, oui, donc tu fais en fait plutôt, on dirait du coup, plutôt, c'est européen en fait, un peu, si on comprend ta pensée. Alors, du coup, question, imaginons, voilà, quelqu'un qui est d'origine d'Indochine. L'Indochine, c'était la France il y a encore 50, 60 ans, qui a donc immigré. Donc, c'est un Asiatique hein, au niveau de l'ethnie, qui est même né, en prenant le cas de quelqu'un qui est né en France, parce que ses grands-parents étaient indo-chinois, donc étaient français d'Indochine, mais ils sont d'ethnie asiatique et ils sont venus s'installer en France. Lui, il est né en France, il parle parfaitement le français, il connaît pas sa culture d'origine de ses parents, parce qu'il s'est jamais rendu ce qui est maintenant voilà, la Thaïlande et le Vietnam. Alors, il est français selon toi ou il n'est pas français? Alors, il est de nationalité française, peut-être qu'il parle bien français, sûrement qu'il est admettons qu'il soit de langue française, qui parle mieux français, qui maîtrise le français mieux que moi, ok, pas de souci. Maintenant, il manque le dernier critère pour faire de lui un Français à part entière, c'est le critère ethnique. Alors, qu'il soit sur le territoire, qu'il pose pas de problème, c'est une question. Maintenant, qu'il soit vraiment français, c'en est une autre. Et non, non, il lui manquera cette case-là. C'est-à-dire que pour toi, D'accord, Flavien, c'est un échelon, il y a l'échelon en fait biologique et il y a le cadre après culturel.
Quelque part, le français, c'est celui qui coche les deux échelons. C'est le cadre et naturel et culturel, mais l'un va pas sans l'autre. C'est-à-dire que demain, je prends un autre exemple, les Français qui ont émigré en Amérique du Nord, allez, en Louisiane ou au Québec, bon, c'est encore aujourd'hui, on retrouve du français ethnique, on retrouve du descendant de colons français, mais il n'a pas forcément la même culture que nous, il y a de grosses différences, donc non, ça ne fait pas de lui un français à part entière. Et toi, Christopher, tu penses que en fait, l'individu peut s'émanciper de son peuple et du coup, pas de sa biologie, puisque tu disais avant qu'aujourd'hui on disait n'importe quoi, qu'un homme peut devenir une femme ou quoi. Est-ce que l'individu, vraiment, est-ce qu'on peut faire société qu'avec des individus sans vraiment d'appartenance, de sentiment d'appartenance? Oui, alors là, c'était pour ça que j'ai posé cette question en fait à Flavien et il y a répondu. Donc, je comprends bien que chez lui, donc en fait, il y a deux aspects. Pour lui, être français, c'est à la fois un aspect culturel et à la fois un aspect biologique, ethnique, quoi. Donc, finalement, ça veut dire que des gens qui sont originaires d'un autre continent, qui sont originaires d'Afrique ou qui sont originaires d'Asie, pour lui, ne peuvent jamais se sentir français. Donc moi non, je suis pas vraiment d'accord avec ça, mais c'est un point de vue. Hein, encore une fois, c'est un point de vue. Mais pour moi, oui, on peut s'émanciper de sa culture d'origine parce que chaque individu est indépendant, a son libre arbitre. Et bien évidemment qu'on est en grande partie déterminé par la culture dans laquelle on grandit, l'éducation qu'on reçoit, s'il y a une éducation religieuse, etc. Mais je pense que les individus peuvent sortir de ça, peuvent sortir de ce cadre et aller vers un cadre qui est différent. Et je pense que quelqu'un qui n'est pas ethniquement parlant de race blanche peut tout à fait acquérir les valeurs de la société française et vivre dans cette société sans aucun problème. D'accord, donc pour toi, c'est plus voilà, ouais, un système de valeurs et propre à l'individu et au choix et aux compétences de l'individu. J'ai une question pour vous deux. Pour toi, Flavien, du coup, j'imagine que l'équipe de France, finalement, tu ne sont pas vraiment. Enfin, je prends l'équipe de France de football au hasard, comme j'aurais pu prendre peut-être d'autres sports, d'autres domaines. Je prends un peu ça au hasard, mais du coup, l'équipe de France, c'est composé majoritairement de personnes issues de l'immigration africaine. Est-ce que ce sont des Françaises que tu te sens représenter? Alors, à titre individuel, moi, je ne me sens pas représenté. Euh, à l'échelle collective, est-ce que les Français se sentent représentés par l'équipe de France? A priori, oui. Hein, je veux dire, à chaque Coupe du Monde, à chaque compétition internationale, ils ont quand même un bon soutien derrière eux. Et donc, non, je me sens pas représenté. C'est l'équipe c'est l'équipe des nationalisés français. Hein, ils sont nationalisés français, donc il n'y a pas de souci, on peut les faire jouer dans l'équipe nationale. Mais non, 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 ce ne sont pas des Français. Ce ne sont pas des Français dans la conception identitaire dans laquelle je l'entends. Ils cochent une case sur les deux. C'est déjà pas. Et encore, on va dire qu'ils cochent la case des papiers, puisqu'ils cochent même pas la case de la culture française. D'accord. Et alors, à peu près la même question pour Christopher. Du coup, bon, qu'est-ce que tu penses, toi, voilà, sur l'équipe de France, encore une fois, c'est un exemple pris au hasard. Est-ce que demain, si il y a une équipe du Japon avec, je ne sais pas, ils choisissent la même politique que nous, ça te semblerait saugrenu de voir le Japon composé d'une équipe de 8 joueurs de type africain, sud-américain ou d'occidentaux? Tiens, par exemple, si on mettait 6, 7 joueurs voilà, d'origine d'Europe centrale tiens, qui jouent avec l'équipe japonaise. Comment tu le vois, toi? Alors, si c'était le Japon, oui, ça me choquerait, mais pas dans le sens où tu l'entends, dans le sens où justement le Japon, c'est un assez bon exemple d'une société qui est extrêmement fermée, qui reçoit quasiment pas d'immigrés, qui n'est pas vraiment ouverte sur l'international. Donc,
en effet, si on me présentait une équipe du Japon avec des grands blonds aux yeux bleus, ça me surprendrait. Mais parce que l'histoire du Japon, elle est très différente de l'histoire française, qui est un pays qui géographiquement est placé complètement différemment, au carrefour de l'Europe et de l'Afrique, en plein centre du monde, avec plusieurs accès sur l'océan. Donc forcément, la France a vu des mouvements de population qu'un pays insulaire comme le Japon n'a pas du tout vu, et d'autant plus dans un Alors, pays j'aurais pu qui, prendre eux, ont une l'exemple. culture très fermée. Ouais. Pardon, j'aurais pu prendre aussi l'exemple, je ne sais pas moi, de l'Égypte, qui est un carrefour, par exemple, du Non, monde non, et de mais on la, peut de la même rester sur Méditerranée. ton exemple de l'équipe française. Hein, il était très bon. Est-ce qu'elle représente la France ou pas? Bon, déjà, oui, ils sont français, hein, sinon ils ne pourraient pas jouer dans l'équipe de France. Maintenant, moi, je ne suis pas dans leur tête et je ne sais pas si ces gens, au fond d'eux-mêmes, ils se sentent français ou pas. Mais ça, il n'y a qu'eux qui peuvent le dire. Si ces gens, ils se sentent, voilà, ils se sentent une appartenance importante à la France, bah, tant mieux pour eux. Et à ce moment-là, en effet, ils ont leur place en sélection nationale. Et s'ils n'ont pas, bah, peut-être qu'ils auraient dû envisager d'aller jouer ailleurs dans une sélection nationale dont ils se sentent plus proches, mais je peux pas dire à leur place s'ils ont ce sentiment d'appartenance au pays ou pas, et je peux pas me baser simplement sur la couleur de leur peau pour dire s'ils ont ce sentiment ou pas. Bon, bah, écoute, je te remercie pour ta réponse. J'ai une autre question encore que j'avais préparée. Je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Guillaume Fay, un auteur assez sulfureux. Je voulais vous demander à tous les deux, on va commencer par Christopher, qu'est-ce que tu penses du concept, de l'idée de l'ethnomasochisme? Donc, c'est un néologisme qui a été créé par Guillaume Fay, qui sous-entend qu'en fait, l'Occident, aujourd'hui, peine à se définir, les Occidentaux en général, et la France en fait partie donc, qui peinent à se définir, et au contraire, où les autres s'affirment de plus en plus. On rejoint un petit peu l'analyse du Huntington dans le choc des civilisations. Qu'est-ce que tu en penses, quoi? Est-ce que c'est un syndrome des Blancs, ou est-ce que qu'est-ce que tu penses de cette formule, l'ethnomasochisme? Alors, ce que je connaissais pas ce terme, je connais pas cet auteur. Maintenant, moi, j'ai envie de dire, est-ce que c'est important de se définir par rapport à ça? S'il y a des gens pour qui c'est important et qu'ils n'arrivent pas à se définir, en effet, c'est un problème. Euh, Maintenant, est-ce que c'est important de se définir par rapport à l'appartenance à une nation, à un pays? Euh, Moi, je pense que si l'Occident, justement, il a un peu du mal là-dessus, c'est parce qu'aujourd'hui, on vit dans une société, et pour moi, c'est plutôt positif, qui est très globalisée. Quand on regarde sa télé, probablement on voit des films ou des séries américaines. On a des téléphones qui viennent des États-Unis, en tout cas leur conception, leur fabrication, c'est plutôt l'Asie. Voilà, on voit les gens voyagent de plus en plus, ils vont à la découverte d'autres pays, d'autres cultures. Euh, et aujourd'hui, je pense que finalement, un habitant de New York, il est probablement plus proche, en fait, dans son mode de vie, dans sa vie quotidienne, d'un habitant de Paris plutôt qu'un Parisien avec quelqu'un qui vit au fin fond du Cantal. Et du coup, est-ce que cette définition de dire j'appartiens à tel pays, à tel groupe, est-ce que c'est important? Moi, je pense que c'est pas très important. C'est mon point de vue personnel. Je pense que le fait de vouloir appartenir à tout prix à un groupe, c'est pas un mal en soi, à condition de ne pas vouloir dominer les autres groupes. Et ça, c'est un peu le problème. Hein. Pour revenir sur les questions de peuple, de nation, je ne veux pas qu'on s'attarde trop là-dessus, mais aujourd'hui, la justification de Poutine pour envahir l'Ukraine, c'est qu'il vient sauver les peuples russophones. Je connais très bien l'Ukraine, les russophones d'Ukraine n'avaient absolument pas besoin que quiconque vienne les sauver. Hein. Il y a 60%, pour pas dire 70% des gens en Ukraine qui parlent russe à la base, dans leur langue maternelle, donc ils n'avaient pas besoin d'être sauvés des Ukrainiens de souche, si on peut dire, qui sont minoritaires chez eux. Voilà, donc
je connaissais pas ce terme. Je savais pas que c'était un problème. Moi, à titre personnel, c'est pas du tout un problème pour moi de définir ethniquement parlant. Si pour certaines personnes c'est important et qu'ils n'arrivent pas à le faire, en effet, ça peut être un problème, mais je pense pas que ce soit quelque chose de très important. Flavien, toi, qu'est-ce que tu en penses? D'abord sur l'ethnomasochisme, le terme de Guillaume Fay, et ensuite, ben, justement, sur le besoin d'appartenance, le besoin de se reconnaître à une civilisation, ou au contraire, l'homme nomade, plutôt globalisé, déraciné. Comment tu vois les choses, toi, par rapport à ça? Euh, Déjà, je dirais que en fait, les ethnomasochistes ou cette équipe-là, quoi, ce camp-là, en fait, c'est pas tant qu'ils n'arrivent pas à se définir ethniquement. Au contraire, je dirais qu'ils savent très bien que c'est des Européens, c'est des Occidentaux, et ils en rougissent, ils culpabilisent de ça, et ça donne lieu à toute cette vague woke, hein, qui s'est développée ces dernières années. Et c'est un cancer, un cancer pour la société occidentale. Et je dirais que ça contamine les esprits dans le sens où plus profondément, on n'a pas besoin d'être fier de, de ce qu'on est ethniquement, mais faut assumer ce qu'on est, et ça nous construit. Et en fait, la société dans laquelle ils vivent, elle a été permise uniquement parce que on est des Européens. Alors, si jamais ils rougissent d'être européens, moi j'invite ces ethnomasochistes à aller vivre au fin fond du Bangladesh et d'arrêter de nous casser les pieds, tout simplement. Ouais, donc vraiment là, ça s'oppose en fait à la vision du citoyen du monde, quoi. C'est-à-dire que tu, ouais, tu vois vraiment des différences entre, non pas même entre individus, mais vraiment entre peuples. Et tu penses qu'il y a vraiment un héritage à porter, en tout cas, Oui, aussi bien pour les Occidentaux que pour les autres, et que le choc se fera. En fait, les individus ont une appartenance malgré eux. C'est un peu ça que ouais, tu ouais, dis? c'est ça, ouais. C'est ça. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que même inconsciemment, on met des Français ethniques en France, bah, ça donne la France. Si on met des Français ethniques en Norvège, ça donne pas la Norvège des Norvégiens, ça donne autre chose, mais c'est pas grave. Maintenant, si on met, je sais pas, des Maliens ou des Mexicains en France et qu'on leur dit, bah, vous êtes Français, et ça va pas ressembler à la France, ça va ressembler à autre chose. Oui, C'est un alors, rapport au nombre, peut-être. Christopher, tu veux rebondir, peut-être? oui, je voulais rebondir, parce que c'est intéressant ce que dit Flavien. Euh, donc pour toi, il y a quand même, ce qui transpire dans tes propos, il y a quand même une sorte de supériorité, pas de façon négative, mais il y a une sorte de supériorité du modèle occidental. Donc si ce modèle occidental est meilleur, est-ce que tu ne trouves pas que c'est normal, dans ce cas-là, qu'il y ait des gens du monde entier qui veuillent venir et devenir partie intégrante de ce modèle? Parce que ça ferait du sens dans ce cas-là. Si la civilisation européenne, je comprends ce que tu dis, bon, bah, la France habitée par les Français a fait les Français, d'accord. Si c'était les Français étaient en Norvège, ça n'aurait pas fait la Norvège des Norvégiens, tout à fait. Et ne peux-tu pas considérer que du coup, bah, il y a des gens qui, dans leur pays, le Mali ou le Bangladesh, pour prendre des pays que tu as cités, ne soient malheureux de leur situation et qu'ils aient envie justement de venir en France pour devenir français et puis pour vivre dans ce cadre occidental qui est plus performant que le leur. Ce que j'aurais à répondre, c'est que bah, les Maliens sont responsables du développement du Mali ou de l'indéveloppement du Mali. Euh, et comment je pourrais dire, les Occidentaux, ça c'est un petit peu un mythe. Les Occidentaux ne passent pas leur temps à piller les ressources de l'Afrique ou de tout le tiers-monde. Euh, on a autant des. Enfin, comment je pourrais dire, la présence française en Algérie a beaucoup développé le pays. On est parti, il n'en est pas resté grand-chose. Après, je ne pense pas que du point de vue des valeurs,
où à titre individuel, les Européens soient supérieurs aux extra-européens ou aux autres. Et je dirais pas ça. Je dirais que on a su créer les conditions qui ont permis à nos sociétés de devenir prospères, parce que c'est l'esprit européen qui est comme ça. C'est un ensemble de choses, hein. C'est aussi faut le dire, hein, c'est aussi le climat, le fait qu'on ait des hivers rudes, qu'on soit obligé de produire sur 3 mois de quoi subsister pendant un an. Ça a permis en gros de créer des sociétés plus complexes parce qu'il faut stocker, parce qu'il faut s'organiser pour être très productif, etc. Maintenant, à contrario, si on met les Européens en Afrique, malgré qu'il n'y ait pas d'hiver, ça va quand même donner quelque chose de prospère, parce que je pense c'est comme ça, c'est dans nos gènes, et on a ce côté-là très développeur. Euh, Après, maintenant, libre à chaque peuple de se développer comme il l'entend. Et surtout, pour répondre à ta première question, qui est de savoir est-ce que je peux concevoir que des extra-européens souhaitent venir en Occident ou en France pour vivre à la bonne, et est-ce que je peux le concevoir? Non, non, je ne peux pas le concevoir, parce que quelque part, c'est notre économie, c'est notre société, c'est notre pays. On l'a fait à notre image, on l'a fait par nous et pour nous. Et s'ils veulent vivre à l'occidental ou comme des Français, ouais, je les incite à développer leur pays et le faire à leur image. Surtout qu'on remarque, par effet de, par effet de masse, les immigrés apportent leur culture dans leur bagage, hein. Ça, on leur le reprochera pas. Chaque individu, est doté d'une culture. Mais quand il y a des bouleversements démographiques comme actuellement, quand il y a des submersions, c'est pas audible, parce que nos sociétés occidentales, quand on sera à un tiers ou à la moitié d'individus qui sont issus de l'immigration extra-européenne, ça va changer le visage de la France. Et je ne peux pas demander aux Français, vous allez continuer de vivre en France, mais par contre, vous allez vivre en France comme dans un califat, et puis pour la vie occidentale, vous y repasserez. Et tout ça à cause du nombre? Non, non, c'est Alors, pas. c'est super intéressant, Flavien. Donc, du coup, toi, tu penses en fait que la masse, voilà, emprisonne de toute façon l'individu, et que quelque part, la culture est subordonnée à la biologie. En fait, c'est la biologie qui détermine en fait la culture, en fait. C'est C'est les un deux. produit de la biologie, de la génétique, en fin de compte. On peut dire que c'est les deux. Les deux sont imbriqués. Toujours est-il que un individu qui va se développer, comment je pourrais dire, un individu, un immigré, il a grandi allez, on en reste sur cet exemple. Il a grandi au Mali. Bon, qu'il soit malien ou pas, il aura la culture du Mali. En l'occurrence, au Mali, il y a essentiellement des Maliens. Donc là, du coup, la question ne se pose pas. Il vient en Occident en tant que Malien, avec sa culture du Mali. Bon, un Malien, ça passe, comment je pourrais dire, ça se dilue dans la société. Bon, quand c'est tout à l'heure, tu as dit entre 320 et 500 000 nouvelles personnes par an. Ouais, Bon, selon les statistiques, voilà, ça dépend. bon, Ouais. on en restera à 320 000, mais même si c'est 200 000, c'est une ville comme Saint-Étienne qui rentre chaque année en France. Non, non, ça vient bouleverser la culture en place, comment je pourrais dire, les codes de la société française. Et toi, Christopher, alors du coup, comme tu défends un point de vue libertarien, est-ce qu'on ne peut pas t'opposer l'argument que le droit des peuples aussi à préserver leur culture, à s'organiser pour filtrer finalement qui est apte ou pas à faire corps dans leur société ou non, est-ce que l'individu outrepasse en fait finalement les droits des peuples? Qu'est-ce que tu penses de ça aujourd'hui, de la masse d'émigrés? Qu'est-ce que tu en penses? Ah non, mais je ne suis pas du tout opposé à ces concepts du peuple, qui va maintenir une certaine culture, etc. J'ai rien contre ça, hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces questions d'immigration, en fait, elles sont basées sur deux choses. La première chose, c'est la liberté de se déplacer. La deuxième chose, c'est la propriété privée. Voilà. Donc, le point de vue libertarien, en fait, il est simple. Il est que n'importe qui peut aller n'importe où, à condition
à condition qu'il soit invité par quelqu'un. Voilà, donc j'ai le droit d'aller sur n'importe quelle propriété privée, à condition que le propriétaire de cette propriété privée m'accepte. Donc c'est ça. Donc le droit de défendre sa propriété privée, il est aussi inaliénable. Et en l'occurrence, pour un libertarien, le droit à la discrimination, c'est un droit qui existe totalement. Si Flavien, lui, sur sa propriété, il refuse de recevoir des gens qui sont d'une immigration extra-européenne, parce que c'est ses valeurs, c'est ses principes, il a le droit. Il a le droit, attention. Sur le point sur lequel je vais être opposé à lui, c'est que son point de vue, il n'a pas à l'imposer à l'ensemble des autres personnes. Mais ça marche vraiment dans les deux sens, hein, encore une fois. C'est-à-dire que C'est ce que j'allais dire. les gens qui ont un point de vue différent de celui de Flavien n'ont pas non plus à lui imposer leur point de vue. Voilà, donc oui, maintenant, c'est pour ça qu'en fait, une politique migratoire nationale, pour moi, elle ne peut pas être efficace parce que c'est simplement trop large. À la rigueur, si on ne parle pas de l'échelle individuelle, mais au plus large, une politique migratoire ne pourrait que se décider à un échelon très local pour que les gens qui prennent les décisions soient ceux qui soient directement impactés par ce qui se passe. Et ensuite, aux gens de se réunir en société suivant leurs accointances, et que ceux qui ont envie d'être plutôt sur un côté très conservateur et fermé comme Flavien soient ensemble et disent que sur leur territoire donné, ils refusent ça. Et s'il y en a d'autres qui ont un point de vue différent, que ces gens-là se réunissent ensemble et qu'eux acceptent plus de monde. Donc moi, je ne suis pas du tout opposé à ce point de vue-là. Sur le point sur lequel je m'oppose à Flavien, c'est que lui, il va dire, voilà, l'ensemble des Maliens, parce qu'ils sont Maliens, ne peuvent pas venir en France et s'y acclimater. Moi, je pense qu'il y a des gens qui peuvent être Maliens, qui peuvent être nés au Mali, grandis au Mali, qui, par exemple, parce qu'ils viennent faire des études, viennent en France, découvrent la France et aiment le modèle de la France et ont une plus grande attirance pour la France que pour leur pays. Et je ne parle pas d'une attirance pour les aides sociales, hein, je parle d'une attirance pour la liberté de mœurs, pour la liberté d'entreprendre, pour le fait que il y ait beaucoup moins de corruption que chez eux, pour comme le disait Flavien, le fait qu'on soit des gens travailleurs, productifs, etc. Et qui puissent avoir envie de venir vivre dans le pays et de s'y intégrer en se sentant français. Voilà. Donc, et D'accord, pour bah, moi, écoute, ça va au-delà, cet aspect culturel, il peut être transformé chez les gens et il va au-delà de l'aspect ethnique. Point sur lequel Flavien est en désaccord, puisque pour lui, le sentiment d'appartenance à une nation, c'est à la fois une culture et à la fois une ethnie. d'accord. Mais écoute, on a brossé l'aspect sur l'identité. Maintenant, on peut un petit peu essayer de déborder sur la question du coup de l'impact économique, par exemple, ou sur celui des conséquences culturelles. Qu'est-ce que ça apporte, qu'est-ce que ça enlève? Selon ta conception, en fait, Christopher, si je comprends bien, un milliardaire, quelqu'un de riche qui a des ambitions soit humanitaires ou simplement économiques, qui veut une main-d'œuvre pas trop chère, s'il a une propriété, demain, il peut héberger et faire venir des, des centaines d'individus qui vont créer une rivalité économique et peser sur les salaires, qui vont avoir une influence dans la société, positive ou négative, mais pour toi, ça, c'est concevable du coup. Oui, alors comme tu le tournes, c'est pas très positif, mais oui, c'est concevable. Pour moi, enfin, en tant que libertarien, on a le droit de faire sur sa propriété privée ce que l'on veut. Donc, un chef d'entreprise, il a tout à fait la liberté d'embaucher qui il veut et des gens qui viennent, peu importe du pays. D'ailleurs, tu as pris l'exemple, il va faire venir des gens qui vont avoir un impact à la baisse sur le salaire, mais ça peut aussi être le cas opposé. On peut aussi faire venir des gens
parce qu'on n'a pas les compétences sur place. Actuellement, on a des soudeurs américains qui réparent nos centrales nucléaires parce qu'on a laissé tomber notre parc nucléaire français pendant 20 ans, que du coup, c'est logique, les Français qui n'étaient pas très motivés à devenir soudeurs dans l'industrie nucléaire, puisqu'ils savaient qu'à terme, c'était un métier qui allait disparaître. Et on se retrouve à avoir besoin de faire appel à une main-d'œuvre de gens hautement qualifiés qui viennent des États-Unis. Donc, oui, le propriétaire d'une entreprise, c'est son entreprise. Et au sein de son entreprise, il a le droit d'embaucher qui veut et de fixer les règles qu'il veut pour l'embauche. Et on n'a pas à lui dicter, la collectivité en tout cas n'a pas à lui dicter ce qu'il peut faire sur sa propriété privée. Alors toi, Flavien, qu'est-ce que tu en penses? C'est vrai qu'après, on peut voir aussi l'autre côté où la Silicon Valley, par exemple, embauche voilà, les meilleurs, les plus compétents dans l'innovation, dans les nouvelles technologies et tout ça. Pour toi, Flavien, comment tu le vois, un milliardaire demain, voilà, que ce soit positif ou négatif, qu'est-ce que tu penses de la réponse de Christopher? Je pense que c'est plutôt négatif. Après, si un milliardaire veut choisir, je sais pas, de la compétence, de la main-d'œuvre plus compétente, à la rigueur, bon, libre à lui. Actuellement, j'ai pas l'impression que ce soit bien ça. On a tendance à plutôt choisir de la main-d'œuvre bon marché parce que c'est attrayant et c'est plus productif de faire venir, de faire venir des immigrés de l'autre bout de la planète. Parce qu'après, c'est pas un mythe. Hein, je veux dire, le SMIC français, on passe des contrats avec des entreprises à l'étranger. On fait venir des immigrés qui travaillent pour moins que le SMIC. Bon, ça tire les salaires vers le bas, ça tout le monde le sait. Et en fait, ce qui me dérange le plus, c'est que bah, quelque part, un milliardaire, un chef d'entreprise qui a de l'argent, eh ben, il peut changer je sais pas moi, il peut changer comment je pourrais dire, le substrat ethnique d'un village, le substrat culturel d'un village, parce qu'il l'a décidé. Alors après, ça donne lieu à toutes les folies imaginables, c'est-à-dire que voilà, moi j'ai de l'argent, j'achète un terrain, et puis en fait, j'achète une parcelle de, je sais pas moi, disons 5000 hectares, voilà la taille d'une commune, et puis j'y mets les gens que je veux, et puis quelque part, ce village, je le fais à mon image. Bon, ça me paraît un peu facile, et puis surtout, ça me paraît un peu artificiel. D'accord. Ouais, Alors, ce qu'il écoute, faut voir, je rebondis juste un coup très rapide, euh, parce qu'on a un peu ce point de vue, voilà, en France, où les immigrés qui viennent travailler, qui prennent l'emploi des Français. Je ne dis pas que c'est complètement faux. Maintenant, il faut voir aussi que dans certains métiers peu qualifiés, il y a pénurie de main-d'œuvre. Je vais vous parler de l'industrie du bâtiment. Je ne travaille pas dans le bâtiment, hein, mais apparemment, Flavien, toi, si j'ai bien retenu ta présentation. Mais bon, voilà, j'aime bien l'immobilier, etc. Je fais un peu d'immobilier, donc je connais un petit peu l'industrie du bâtiment. Et j'ai été, comment dire, voilà, toujours un peu surpris, mais c'est très intéressant pour l'expérience, donc je vais vous le partager. Donc, si vous allez en Suisse, sur un chantier, vous ne verrez aucun Suisse, peut-être le contremaître, c'est tout, travailler sur un chantier du bâtiment en Suisse. Vous aurez que des Français ou des Portugais. Parce qu'un plombier français en Suisse, il gagne 2 fois le salaire qu'il gagne en France. Si vous allez sur un chantier en France, bah, vous aurez très peu de Français. Et vous allez avoir voilà, beaucoup aussi de Portugais, éventuellement des Polonais, des choses comme ça. Maintenant, si vous allez sur un chantier au Portugal, eh ben, vous n'aurez aucun Portugais, puisque les Portugais, du coup, ils sont soit en France, soit en Suisse. Et les Portugais font travailler les Ukrainiens. Voilà. Donc, si vous allez sur un chantier, une villa qui se construit au Portugal, vous verrez des Ukrainiens. Et je vais vous dire encore mieux, il y a 15 jours, j'étais à Bucarest, capitale de la Roumanie, et je discutais avec un Français qui vit là-bas, sa compagne est roumaine, elle parle parfaitement français, elle travaille à la Société Générale, et il nous disait qu'en Roumanie, le salaire moyen, pas le salaire moyen, pardon, le SMIC, c'est 800 € par mois, hein, donc ça ne va pas chercher bien haut. Et ben la Roumanie est envahie, c'était leur mot, par des gens qui viennent du Pakistan. Et pour travailler dans les entreprises roumaines, parce que les Roumains, eux, vont travailler ailleurs en Europe de l'Ouest.
Donc en Alors fait, après, c'est pas beaucoup, mais ça doit être adapté par rapport au SMIC, très certainement, au prix des loyers, ou je sais pas, parce oui, qu'apparemment, alors quand moi, même, le PIB c'était de la la première fois Roumanie. que. Oui, alors moi, c'était la première fois que je m'y rendais depuis plus de 10 ans. J'ai trouvé que c'était très cher, hein, parce que 2 euros le café dans le centre-ville et à peu près entre 18 et 20 euros un plat au restaurant. J'ai trouvé que c'était très cher par rapport au niveau de vie locale. Mais bon, c'est la capitale, on ne peut pas parler de Paris, c'est pas non plus toute la France. Mais voilà, pour dire qu'en fait, il y a toujours le pauvre, on est toujours le riche de quelqu'un et le pauvre de quelqu'un d'autre. Et je peux comprendre un peu la problématique des populations locales. Maintenant, ces gens-là, c'est des individus, c'est des êtres humains. Et si eux, ils font ça, c'est parce qu'ils sont à la recherche d'une vie meilleure. Donc, le Pakistanais qui fait des milliers de kilomètres pour venir travailler en Roumanie, c'est parce qu'il gagne 2 fois plus qu'au Pakistan et que ces gens, ils arrivent à vivre dans des conditions pas terribles, mais qu'ils arrivent encore à envoyer de l'argent chez eux. On peut difficilement jeter la pierre aux plombiers français qui, en faisant 30 km et en passant la frontière, peut gagner 2 fois plus d'argent. Donc voilà, je peux comprendre un peu parfois le sentiment d'agacement des populations locales. Mais voilà, les gens qui viennent faire ça et qui le font, c'est parce qu'ils ont envie d'améliorer leur vie et c'est un peu dans l'esprit humain de le faire. Et ça se heurte parfois à une vraie réalité qui est que dans certaines industries ou dans certains métiers, il y a une réelle difficulté à employer des locaux. Alors, peut-être que cette difficulté, elle vient en France d'un assistanat qui est trop prononcé, d'aide sociale, etc., qui sont Justement, trop prononcés. exactement, Mais j'allais en voilà, mais venir, j'avais une question pour Flavien, tout à fait. là, on sort un peu du cadre. Voilà. C'est un sujet un peu Non, non, mais différent. c'est intéressant, justement, parce que Flavien, c'est judicieux, je pense, qui était en train de soulever un peu Christopher. Est-ce que tu penses pas aussi que les choix politiques de la France, en se désindustrialisant, les choix même des Français, comment dire, bah, de vouloir avoir des retraites toujours plus tôt, de vouloir travailler les 35 heures et même peut-être moins, hein, si on leur permettait, de faire beaucoup moins d'enfants aussi que des populations qui arrivent du tiers-monde et tout ça. Est-ce qu'il n'y a pas une part de responsabilité et d'auto-sabotage chez les Français et plus largement dans l'Europe de l'Ouest? Qu'est-ce que tu en penses? Si, complètement. Bon, il y a pas mal de choses à dire, hein, même pour répondre à ce que Christopher a dit. L'assistanat des Français, c'est un véritable problème, mais comme la fiscalité française est un véritable problème. Si un Français il va travailler en Suisse, qu'il est payé 2 fois plus cher, c'est pas forcément parce qu'il produit 2 fois plus de richesse en Suisse, c'est parce que en France, allez, on va dire que sur 2 euros produits, on t'en prend un. Voilà. Donc, moi, je vois les choses un peu différemment. Je me dis que des Ukrainiens qui travaillent au Portugal, bon, le contexte est ce qu'il est, alors c'est peut-être pas le bon exemple, mais des Français qui travaillent en Suisse, et puis des Suisses qui travaillent ailleurs, et puis on va dire des Maghrébins qui travaillent en France sur les chantiers, en fait, c'est une spirale sans fin. C'est une spirale sans fin parce que bien, ça va être quoi? Donc la prochaine étape, c'est des subsahariens qui travaillent au Maghreb, et puis qui va travailler en Afrique noire? Bon, ben, on ne sait pas. On sait pas. Et puis, ça s'arrête où, quoi? Ça s'arrête où? Alors que, il me semble que, quelque part, on parlait de ce que c'était être français, mais le devoir des Français, moi je le vois un peu comme ça, c'est de contribuer à l'enrichissement de son pays, à l'enrichissement de sa famille et, euh, et de sa nation. Et bah, la place du français, elle est en France, hein, tout simplement. Et pour les choix des Français, oui, oui, on a une part de responsabilité. Bon, je ne sais pas sur ceux qui écoutent qui a des enfants, qui n'en a pas. Enfin, je sais que j'en ai des enfants. Ça vient aussi de l'éducation. On pousse trop nos jeunes à se diriger vers des métiers, euh, des métiers du tertiaire, dans la communication, tout ça. Enfin, c'est tous des métiers où on me l'explique, en fait, je ne sais pas à quoi ça correspond. J'ai du mal à me représenter ce qu'ils font de leur journée, à quoi ça sert, en quoi c'est productif. Et alors, il y a de la responsabilité des individus, il y a aussi de la responsabilité de l'État. On pourrait encourager les filières manuelles, on pourrait rediriger nos jeunes vers des métiers du bâtiment avec plein d'arguments. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire, hein,
allez, un jeune qui a un CAP, je parle de ce que je connais, hein, qui a passé un CAP en charpente, en maçonnerie, en couverture, s'il n'est pas trop mauvais, sans expérience, sorti d'école, c'est 1700, 1800 euros par mois. C'est pas déconnant. Et tout ça, c'est des arguments qu'on n'entend pas. Et j'arrive à me dire qu'on crée volontairement des métiers en pénurie, des métiers en tension. Et l'argument derrière, c'est toujours plus d'immigrés, alors que les solutions, elles peuvent être trouvées ailleurs. Toi, Christopher, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'il n'y aurait pas un choix, par exemple, d'une immigration choisie, une immigration qui ne pose pas de problème, pas de revendications religieuses, sous-représentées dans la délinquance? On a les statistiques ethniques, par exemple, de la Suède et de la Suisse, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et du Danemark également. Il y a une surreprésentation de certaines communautés. Est-ce que la France pourrait pas faire un choix plus intelligent, peut-être, de choisir, je ne sais pas moi, des communautés, voilà, c'est sûr qu'aujourd'hui, ce serait de la discrimination, mais peut-être des communautés asiatiques ou d'Europe de l'Est. Ensuite, quel est le statut de ces travailleurs quand ils viennent pour travailler et apporter quelque chose dans les métiers en tension? Est-ce que la France doit impérativement les naturaliser, ou comme dans les pays arabes du Golfe, il faut les faire venir pour bien les traiter, hein, contrairement à ce qui se fait peut-être aux Émirats arabes, mais sans donner forcément la nationalité? Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Non, alors tu prends l'exemple, tu as cité l'exemple de la Suisse, c'est un très bon exemple. En Suisse, il y a à peu près 26% des gens qui sont étrangers. En fait, voilà, sur les 9, quasiment 9 millions d'habitants, il y en a 26%, c'est des étrangers, des gens qui n'ont pas donc la nationalité suisse. Et en fait, eh ben, ça se passe très bien, hein. On n'entend pas parler qu'en Suisse, il y a des risques de guerre civile ou quoi que ce soit. Donc, il semblerait bien, en effet, que ce soit non pas l'immigration en tant que telle qui soit un problème, mais ce soit l'arrivée en nombre important de certaines populations. Mais voilà, en tant que libertarien, moi je pense pas que l'État puisse faire des choses bien. Donc aujourd'hui, la politique migratoire de l'État est très mauvaise. C'est pas, pour moi, c'est pas en changeant la politique qu'on peut faire mieux, ou on fera peut-être mieux, un petit peu mieux, mais au prochain changement de majorité, on repartira dans une autre direction. Donc encore une fois, voilà, tout ça, ça devrait être une question de droit de propriété. Euh, qui est-ce qu'on veut inviter? Et je pense que si on part là-dessus, bah, le tri, il se fera très facilement, puisque en fait, on a plutôt envie de faire venir chez soi, entre guillemets, des gens qui apportent quelque chose, plutôt que des gens qui font qu'on régresse. Et si L'autorité, on, du coup, pourrait renvoyer et faire le tri. Quelle autorité, euh, si l'État, justement… il n'y a pas à avoir, y a pas à avoir d'autorité. En fait, c'est très simple. Vous voulez venir vous installer en France, est-ce que vous avez trouvé un propriétaire qui est d'accord pour vous louer ou vous vendre une propriété? Oui, non. Est-ce que vous avez trouvé un propriétaire qui est prêt à vous embaucher dans votre entreprise? Oui, oui, non, etc. Bien évidemment, couplé à une suppression totale des aides directes et indirectes de l'État. Et si on fait ça, je veux dire, si on fait ça, bah, je pense que le tri il se fera naturellement. Et après, s'il y a des gens parce ils ont une très grande empathie, parce que leurs valeurs morales font que s'il y a des gens qui ont envie d'accueillir chez eux des immigrés qui ne sont pas productifs et qui leur coûtent de l'argent et les faire vivre sur leur denier personnel, c'est aussi leur choix, hein. À la rigueur, moi, quelqu'un qui me dit, écoute, j'ai accueilli une famille de Syriens et je les nourris, je les loge, etc., etc., je paye tout ça de ma poche, c'est son droit le plus strict. Voilà, donc en fait, je pense qu'il ne faut pas qu'il y ait une autorité vraiment centrale qui décide de dire, ah ben non, accueillir des Syriens chez vous, c'est interdit ou alors c'est obligatoire.
Non, si vous voulez le faire, vous le faites, à condition que vous en assumiez les conséquences. Si vous ne voulez pas le faire, c'est aussi votre droit le plus strict. C'est pour ça que, comme je disais plus tôt, en fait, s'il doit y avoir une sorte de régulation qui se fait, et s'il doit y avoir une sorte d'unité administrative qui s'occupe de l'immigration, ça peut être qu'une unité administrative à un échelon très, très local. Enfin, on parle, hein, c'est la proposition d'ailleurs d'Éric Zemmour, de faire un référendum sur l'immigration. Je suis désolé, moi je suis contre ça, parce qu'un référendum, ça veut rien dire. Des gens qui habitent au milieu de la Creuse, ils ne sont pas soumis aux mêmes impacts de l'immigration que des gens qui habitent à Marseille ou en région parisienne. Donc, en fait, ils vont donner leur avis sur un sujet qui ne les concerne pas vraiment. Donc, finalement, c'est un peu la tyrannie de la majorité. Tu penses que Limoges n'est pas concerné par l'immigration, l'insécurité? Peut-être, je connais pas Limoges personnellement. Moi, d'origine, je suis de Saint-Étienne, qui est très concerné par l'immigration. Mais ce que je veux dire, il y a des portions de territoire, il y a des portions de territoire français qui sont beaucoup moins touchées par la présence d'immigrés, et notamment d'immigrés originaires d'Afrique ou du Maghreb, hein, parce que c'est un peu le point quand même qui a été soulevé plusieurs fois ce soir. Il y a quand même des portions du territoire qui sont beaucoup moins touchées que d'autres. Donc en fait, les gens sur ces territoires, ils ont pas le même ressenti. Alors, en tout cas, ils sont pas dépendants du résultat de ce vote comme certains autres. Donc moi, je pense que quand il doit y avoir une décision collective qui doit être prise, elle doit être prise au plus près des individus concernés, parce que sinon c'est trop facile. C'est comme on dit, hein, les décideurs sont pas après sont pas les payeurs. Donc voilà, s'il doit y avoir une décision collective qui est prise, elle doit être prise au plus près des citoyens concernés. Et du coup, en matière d'immigration, ben, comme on parle d'installation quand même quelque part, ça peut être qu'à un niveau qui soit communal, voire de quartier dans une grande ville. D'accord, Flavien, toi, qu'est-ce que tu en penses, les conséquences, qu'est-ce que tu penses de tout ça, du coup? Et quelque part, je suis assez d'accord avec ce que Christopher a dit. Qu'on fasse voter à l'échelle locale qui est pour, qui est contre l'immigration. Bon, un référendum à une petite échelle, c'est possible. Et après, on verra. Et on verra. Par contre, ce qu'on va voir, c'est qu'il y a une forme de sécession qui va se mettre en place. Et on verra que chacun voudra vivre dans son coin. Et qu'à cela ne tienne, moi je trouve ça très bien que ça soit assumé, un peu à l'anglo-saxonne, et ça réglerait pas mal de problèmes d'insécurité. Et, euh, et puis Tu veux voilà. dire un système communautaire, en fait, un système communautaire local, où en fait on déciderait à petite échelle pour des communautés, c'est ça en fait? Non, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est beaucoup plus simple de changer de commune si on n'est pas d'accord avec la politique Ouais, qui est menée au sein de sa commune que de changer de pays quand même. ouais, je suis d'accord. Donc voilà, donc à la rigueur, si on n'est pas content parce que au sein de sa commune, la majorité des voisins a décidé d'être très laxiste en matière migratoire, bah on peut changer. Et à l'inverse, si on a envie de vivre dans une société plutôt diversifiée et qu'on se retrouve dans un endroit où la majorité des gens veulent plutôt vivre un peu fermés sur eux-mêmes, on a le choix de changer. C'est beaucoup plus simple de changer de commune que de changer de pays. Je suis d'accord, ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'en France, ça n'est pas possible de mettre en place quelque chose comme ça, parce que les régions fréquentées, enfin les régions habitées uniquement par des Européens vont devenir des Eldorado, et tout le monde voudra y venir. Et il y a un moment, il va falloir dire non, stop, ça rentre plus. Et pour ce qui est du reste, ça sera des trous à merde, hein. Et c'est pas possible parce que pour la deuxième raison, c'est que ça va aller à l'encontre du principe de, allez, on va dire l'esprit français comme il est défini actuellement par nos dirigeants. C'est que être français, c'est pas, selon eux, c'est pas être de telle origine, de telle appartenance ethnique, mais être français, c'est choisir d'être français, c'est la culture et c'est surtout pas le sang. Et jamais ils voudront fléchir sur ce principe. Donc les régions et les référendums sur l'immigration à l'échelle locale, ça on peut oublier. Ça, c'est ce qu'on fait, c'est de la politique fiction. Mais par contre, Oui, oui. moi, je pense que ça serait une solution, hein, complètement, Ouais, à c'est de la pas mal de projection. problèmes.
c'est de la projection, mais du coup, tous les deux, en fait, vous vous retrouvez sur ce point qu'en fait, la nation ne répond plus, en fait, vraiment aux enjeux, en tout cas sur l'immigration. Et même pour Christopher, elle ne devrait pas le faire. En tout cas, l'État ne devrait pas avoir, en tout cas, son mot à dire Oui, dessus. et puis ça n'a Mais du coup, aucun sens. Parce qu'on va faire voter la Seine-Saint-Denis sur l'immigration, mais le 92, le 93, ils vont être absolument d'accord pour l'immigration. Eux-mêmes, c'est des immigrés. On ne me fera pas croire que les immigrés, dans leur majorité, en ont marre des immigrés. Bon, allez, de temps en temps, on nous médiatise un Maghrébin qui dit « Oh non, quand même, j'ai connu la France un peu mieux que ça s'est dégradé ». De temps en temps, on nous médiatise un exemple comme ça. Mais la réalité, c'est qu'ils préfèrent être entourés des leurs et vivre selon leurs us et coutumes, dans leur majorité. Hein. Encore une fois, j'entends bien, on a toujours des exceptions, euh, mais ils préfèrent vivre entre eux et comme ils l'entendent. Et bah, tant mieux pour eux. Mais toi, tu y vois une cinquième colonne, en fait, finalement. oui, 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 absolument. D'accord. Et question pour Christopher, alors, mais cette fois, inverse un peu de ce que j'ai posé tout à l'heure. Si demain, un milliardaire, voilà, a son entreprise, a son organisation, et que lui, au contraire, il gère la frontière. En fait, il décide de créer une frontière pour empêcher justement ce qu'il appellerait, bah, je sais pas, un déversement, une immigration, une invasion, une bombe démographique. Comment tu vois ça, toi? Est-ce que demain, un individu peut gérer justement les flux migratoires d'un point de vue libertarien? Alors, ça dépend comment tu l'entends. S'il met une frontière sur des propriétés qui ne sont pas les siennes, bien évidemment non. Estienne, C'est j'entends, hein, il achète un bout de terre. Ah, Euh, mais bien sûr, pourquoi pas, comme je l'ai dit, hein, le droit à discriminer, c'est également un droit. Si il y a un milliardaire, ou il n'y a pas forcément besoin d'être milliardaire hein, d'ailleurs, mais si quelqu'un décide d'acheter, j'achète tant d'hectares de terrain dans tel endroit et je crée une communauté autonome et pour faire partie de cette communauté, il faut répondre à certains critères ethniques ou religieux ou peu importe. C'est encore une fois, c'est son droit le plus strict. Euh, Flavien disait la responsabilité un petit peu des entrepreneurs, etc. Si un chef d'entreprise se dit ah ben moi je pense que c'est mal d'embaucher des employés qui viennent de l'étranger et je veux embaucher que des gens qui sont français depuis 3 générations, euh, à partir du moment où son entreprise elle continue de faire des profits, où il ne demande pas des aides publiques pour faire vivre son entreprise, il a tout à fait le droit de le faire. Je dirais que c'est un peu là la magie du libéralisme, du libertarianisme. C'est que, en fait, le libertarianisme ne cherche pas à imposer quoi que ce soit aux gens. Les gens sont libres de vivre leur vie de la façon dont ils l'entendent, à partir du moment où eux, ils ne cherchent pas à imposer leur point de vue aux autres. Donc, s'il y a un milliardaire en France qui veut faire un grand terrain avec des immigrés de tous les pays, c'est son droit. S'il y en a un autre qui veut faire un grand terrain et faire une communauté, un village où il y ait que des gens qui soient blancs, de minimum 1,80 m, aux cheveux clairs, etc., c'est également son droit. Voilà, il n'y a ouais, pas de. ce sera un sujet passionnant pour l'épisode 2 justement, où on parlera du rôle de l'État, hein, vraiment entre l'étatisme et voilà, la doctrine plutôt libertarienne. Parce que oui, effectivement, je ne sais pas si tu connais le projet Orania, enfin du coup qui n'est pas un projet, hein, qui a été concrétisé, la ville d'Orania en Afrique du Sud. Et également beaucoup en Amérique du Sud, je crois, parfois en Asie, effectivement, des communautés qui s'implantent et qui recrutent selon et filtrent selon leurs critères, même en Amérique du Nord, hein, Mais vraiment un pourquoi pas, esprit encore une communautaire, fois, quoi. on revient au droit de propriété qui est pour les libertariens vraiment une valeur cardinale. Et c'est là Mhm. où, en fait, une politique migratoire et éthique, elle peut que violer ce droit de propriété. Parce que soit la politique, elle est très stricte et on interdit à certaines personnes de venir sur le territoire, et dans ce cas-là, on viole le droit de propriété des gens qui voudraient les accueillir. Ou alors la politique, elle est très laxiste, et dans ce cas-là, on fait venir des gens qui n'ont pas été invités, et dans ce cas-là, on vole mon droit de propriété en confisquant une partie de mes avoirs, c'est l'impôt
pour les donner sans mon consentement à d'autres personnes, voire, bon, ça n'arrive pas, mais on pourrait tout à fait l'imaginer, hein, qu'on impose que je suis sûr qu'il y a des politiciens et les filles qui seraient capables de vous dire ah, nous, on va faire une loi, vous avez un appartement de 3 chambres, vous n'en utilisez que 2, vous accueillez un immigré dans la 3e chambre. Et là encore, on viole le droit de propriété privée puisqu'on impose à des gens d'accueillir quelqu'un qu'ils n'ont pas invité. C'est pour ça qu'en fait, il ne peut pas y avoir une politique étatique qui fonctionne. Elle fera toujours des mécontents, les uns ou les autres. Donc, on va rester dans un schéma binaire où les Flaviens, c'est pas du tout péjoratif, hein, vont se battre contre ceux qui sont opposés. Et puis, quand les uns prennent la majorité, ils sont contents. Quand ils la reperdent, ils sont mécontents. Et on est dans la lutte permanente. Alors que, voilà, dans une société libertarienne, alors c'est peut-être un peu utopique, c'est peut-être un peu de la politique fiction, mais votez pour, pour notre parti et vous verrez que des élus Pélib à l'Assemblée nationale, on fera des propositions dans ce sens. Voilà. Une société libertarienne, chacun fait ce qu'il veut à condition qu'il en assume les conséquences. Toi, Flavien, qu'est-ce que t'en penses? Tu vois pas, tu peux pas. Comment tu analyses ça? Est-ce que ça peut amener aussi Ça a coupé, j'ai pas entendu la fin de ta question. Ah, pardon, excuse-moi. Est-ce que tu me reçois? Flavien, tu m'entends? Allô, allô? Moi je t'entends, hein, Jean. Donc, c'est pas un problème de ton côté. Oui, allô? Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Alors, moi, je t'entends maintenant, mais apparemment, maintenant, c'est Jean qui t'entend plus. Bon, on peut continuer la discussion. J'ai juste pas entendu la fin de la question de Jean. Qu'est-ce que je pensais de? Est-ce que tu m'entends? Ouais, c'est bon. Ah, ça y est, c'est revenu, ok. Non, je te demandais si toi, qu'est-ce que tu pouvais répondre à Christopher? Est-ce que tu t'imagines pas des dérives après où en fait l'individu roi peut peser, je ne sais pas, moi vraiment et désorganiser la société en fonction de ses volontés? Est-ce que tu vois un danger? Est-ce que bon après ça va nous amener vraiment là sur le rôle de l'État, donc je voudrais après plutôt qu'on conclue, mais plutôt qu'est-ce que tu peux répondre à Christopher? Comment tu le vois toi justement sur vraiment le droit de l'individu? Ouais, c'est vrai que bon, je suis, comme je l'ai dit au début au début du débat pour ma présentation, je suis quelqu'un d'assez, j'ai une ligne économique assez libérale. Alors, de premier abord, je me dis pourquoi pas, j'y vois les dérives positives, mais en fait, ce qui me chagrine un peu dans ce raisonnement, c'est que demain, un milliardaire, il veut se commander des esclaves, eh ben, quelque part, on n'aurait rien à lui dire. On pourrait, parce que son argument, ça serait, ouais, mais mes Pakistanais qui travaillent pour 250 euros par mois, nourris, logés, finalement, ils sont pas forcés, quoi. Ils sont pas forcés, ils sont là, et puis ça leur va bien. Je trouve que c'est un peu au niveau des valeurs, au niveau de la morale, ça peut être un peu limite parce qu'il y a ce côté, je vais acheter un pays, quoi. Et puis, en fait, on ne s'arrête pas, c'est-à-dire que l'opinion des gens, ça s'achète aussi. Enfin, euh, quelqu'un, ouais, en gros, il peut, sous couvert économique, il peut changer complètement l'identité d'un territoire parce qu'il peut exproprier, il peut racheter la propriété privée des gens, leur dire, eh ben, écoutez, vous allez ailleurs, ouais, de toute façon, vous n'avez plus de chez vous, maintenant c'est chez moi, et se constituer comme ça tout un territoire, grosso modo, on va le dire comme ça, virer le peuple historique parce qu'il y a de la main-d'œuvre moins râleuse, payée moins cher, plus travailleuse, et il implante ça à la place. Non, je pense que ça aurait du bon, mais il faut cadrer ça quand même. Alors, en fait, ce que tu viens de décrire, c'est ce que fait un État, hein. Un État, il s'approprie des morceaux de territoire sans vraiment demander leur avis aux gens.
Et s'il le décide, par la force, il remplace la population. Et en fait, face à un État, on n'a pas vraiment de contre-pouvoir, alors qu'on peut imaginer qu'il y ait des milliardaires qui aient des opinions différentes. En plus, on a pris un exemple, c'était sans doute volontaire, mais qui était quand même un peu caricatural du milliardaire. Mais on peut totalement imaginer des choses similaires avec des gens qui ne sont pas du tout milliardaires. On peut simplement imaginer qu'il y ait des gens qui partagent le même point de vue et qui décident de s'associer librement en disant bah, écoutez, voilà, on est 50 personnes, mettons 50 familles pour faire plus simple, on est 50 familles, on partage les mêmes idées, bah, on crée notre propre lotissement, notre copropriété, et au sein de notre copropriété, on fixe certaines règles. Qui peuvent en matière d'immigration. Et on dit que si une personne de la copropriété sort, elle ne peut que revendre ou louer à des gens sur tel et tel critère. Et c'est totalement possible de le mettre en place. Il n'y a pas besoin d'être milliardaire pour le faire. Et en fait, en quoi ça, c'est un problème? Parce qu'on a pris le cas du milliardaire, alors tu es là, bon, à dire, ah, il pourrait faire venir des Pakistanais, payer 250 € par mois. D'un côté, c'est pas illégal, mais c'est un peu immoral. Après, totalement, mais bon, le jugement moral, c'est quelque chose de subjectif. Et voilà, la loi n'est pas la morale. La loi, ça doit se contenter de rester dans ce qui est le juste, pas dans ce qui est le moral. Mais pour sortir de cet exemple un peu caricatural, on peut par contre imaginer des exemples qui soient beaucoup plus terre à terre, de gens qui ne sont pas des milliardaires, encore une fois, et qui décident de se réunir entre eux et de vivre suivant des principes parce qu'ils partagent des valeurs communes. Et en fait, finalement, je pense que c'est un peu toi ce que tu voudrais, Flavien. Ton problème avec l'immigration, c'est qu'on t'impose de devoir vivre, cohabiter avec des gens avec qui tu n'as pas envie. À partir du moment où on te donne le choix de ne pas cohabiter avec ces gens, je pense que ça fait ton bonheur. C'est vrai que c'était caricatural pour en fait marquer la volonté de puissance. C'est vrai qu'il y avait moins de limites dans les exemples en mettant l'exemple du milliardaire. Mais du coup, ça voudrait dire qu'une communauté, je ne sais pas, d'hindouistes au hasard, peut acheter une terre si elle est vendue donc par des Français. Ils peuvent de là créer, en fait, mettre leur temple hindouiste et mettre leur bagage. Bon, j'imagine toi, Flavien, ça n'ira pas, mais pour toi, Christopher, par exemple, ça, c'est tout à fait concevable qu'une Mais communauté ouais. de 100, 200, ils s'installent et puis en fin de compte, comme ça a été vendu, ils sont libres sur leur propriété, indépendamment donc de l'histoire et tout ça. Pour toi, Flavien, bon, j'imagine ça ne va pas, mais Christopher, toi, c'est possible. Oui, oui, pourquoi pas? Je veux dire, les gens sont libres de faire ce qu'ils veulent. On a tendance en plus toujours à penser que il faut, comment dire, il faut diriger les gens par un côté législatif. Si on réfléchit bien, dans la façon dont on se comporte tous les jours, on suit un très grand nombre de règles qui n'ont rien à voir avec le législatif. Si on serre la main à quelqu'un qu'on rencontre par inadvertance dans la rue et qu'on connaît et qu'on lui dit bonjour, c'est pas une loi. Si on s'essuie les pieds sur le paillasson avant de rentrer chez quelqu'un, ou quand on est invité chez quelqu'un, si on apporte une bouteille de vin ou un bouquet de fleurs, c'est également pas dans la loi. Ce sont des conventions sociales et c'est une sorte de pression sociale et morale en fait qui s'applique sur les individus. Donc on peut très bien chercher à orienter les gens vers certains comportements sans aller vers la législation. Donc si ces hindouistes qui créent leur communauté, à un moment donné, ils sont entourés de gens qui n'ont pas envie d'échanger avec eux, de commercer avec eux, de travailler avec eux, d'accueillir les enfants dans les écoles, etc., etc., etc. Bon, à mon avis, leur communauté, elle va peut-être pas durer très longtemps. Après, s'ils arrivent à vivre comme ça au milieu des autres, pourquoi pas, hein. Aux États-Unis, il y a des communautés, par exemple les Amish, qui vivent suivant leurs préceptes, qui leur sont propres et d'une façon qui est complètement différente de celle des autres Américains. Et ils vivent dans leur coin et ils embêtent personne et ils vivent sur leur
sur leur terre de la façon dont ils l'entendent. On peut critiquer leur façon de vivre, on peut trouver ça complètement ridicule, mais on n'a pas, pour moi en tout cas, on n'a pas à vouloir leur imposer de vivre différemment. Donc s'il y a des hindous qui veulent vivre suivant leurs préceptes hindouistes sur leur communauté, ben, le font sur leur propriété privée, ils devraient être, oui, c'est ma conception, ils devraient être libres de le faire. On n'a pas à leur dire, ah non, mais cette propriété, elle est sur le territoire français, et sur le territoire français, on a décrété que vous n'avez pas le droit de vous mettre un temple hindouiste. D'accord. Bah, écoutez, vraiment, j'ai trouvé très intéressant de vous écouter tous les deux. Je pense qu'on a quand même bien débordé en termes de temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous voulez conclure, ajouter un mot? Moi, je vous réinviterai avec plaisir sur d'autres sujets, d'autres débats. Si vous voulez ajouter un petit mot, ou peut-être Flavien, si tu veux rebondir. Non, je pense qu'on a bien fait le tour. Après, moi, je suis pas la meilleure personne pour parler du rapport à l'État parce que, en toute honnêteté, l'État, quand il va dans mon sens, ça me va bien. Et l'État, quand il va pas dans mon sens, bah, ça me va moins bien. À la différence que on va dire que je suis opposé à un État totalitaire ou un État trop fort, dans le sens où quand l'État totalitaire, il va dans ton sens, ça va. Et en fait, l'État totalitaire, il a les clés, et le jour où il veut prendre le contrôle de tout, eh ben, les clés sont déjà en place. Donc, c'est ce qui me dérange le plus. Maintenant, bon, la fin du débat était intéressante parce que je me retrouve quand même dans une partie du propos. Euh, bah, que dire de plus en fait, notre principale divergence, elle est au niveau du rapport à l'identité. Sinon, sur le contrôle de l'immigration, bah, que ce soit à l'échelle individuelle ou collective, il y a des choses qui se rejoignent quand même. Donc, non, je pense qu'on peut en rester là. On a bien cerné ce que chacun pensait de ce sujet-là. Et puis voilà. Christopher? Non, écoute, encore une fois, Jean, merci pour ton invitation. Mm. Merci à Flavien pour cette discussion qui a été très intéressante, qui est toujours restée cordiale et polie. Ce n'est pas toujours le cas quand on débat avec quelqu'un. Donc, c'est très appréciable. J'ai vraiment apprécié. Voilà. En effet, comme tu le dis, bon, on a tendance à déborder, à partir sur d'autres choses, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sujets qu'on peut prendre individuellement, mais en fait, la vie en société, c'est un ensemble de sujets et qui sont tous interdépendants les uns des autres. Donc voilà, on parle de l'immigration, mais en fait, de parler de l'immigration, à un moment donné, on parle du contrôle des frontières, on parle des aides sociales, voilà. Donc c'est sûr qu'on a toujours tendance finalement à la fin à dériver vers d'autres sujets, mais en effet, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Encore une fois, merci voilà, de m'avoir donné l'opportunité et au nom du Parti libertarien de m'exprimer. Merci à ceux qui sont venus nous écouter. Il y a des gens qui sont passés voilà, pendant la discussion, qui sont repartis. Merci à eux. Et puis, avec grand plaisir pour échanger dans l'avenir sur d'autres sujets. Un excellent débat prochainement avec Jean-François qui est également membre du comité national et qui va venir parler de, je crois, la décentralisation de l'État. Hein, Exactement, c'est ça. Ce sera l'autre sujet. Effectivement, comme tu le dis, un sujet en appelle un autre. Et le prochain, l'épisode 2, donc effectivement, avec Jean-François qui échangera avec Victor. Voilà, il échangera avec Victor sur le rôle de l'État. Voilà, Victor plutôt interventionniste et comme tu le dis, Jean-François plutôt du PLIB, donc du Eh ben, Parti ce sera très libertarien. intéressant. Super, je me réjouis. Bah, écoute, je l'espère, hein, ce sera la même formule, donc avec un vrai faux, et puis après on approfondit un peu avec les arguments. Messieurs, merci à vous, vraiment le plaisir est pour moi, et en tout cas, voilà, je vous dis à très bientôt, je vous inviterai encore avec plaisir sur d'autres sujets. Eh ben, merci beaucoup et une bonne soirée à tous. Bonne nuit. Bonne soirée.